Salut à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de QLS Podcast, le meilleur podcast sur l'Euroleague. Toutes les semaines, soit dimanche, soit lundi, on poste 1 heure environ de contenu sur l'Euroleague, de débrief sur ce qui s'est passé dans la semaine, les transferts, etc. On parle aussi, cette semaine, on va parler un peu de l'équipe de France. Ouais. Donc voilà, le sommaire en gros, on parle des clubs français, Paris, Monaco, même si Monaco c'est pas en France, et l'Asvel. Ensuite, on débrief un peu ce qui s'est passé sur la semaine, plus ou moins en profondeur. Et des fois, on va avoir des petites rubriques, comme par exemple aujourd'hui, où on fait le top 5 des postes 3 d'Euroleague. On va également commenter la liste de Freddy Fotoux pour les fenêtres de l'équipe de France, les tops, les flops, et le 5 de la semaine. Le programme est chargé. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un like là tout de suite. Vous commencez la vidéo, bim, like, c'est rapide. Comme ça pousse le référencement et on parle d'Euroleague tous ensemble. Je suis avec mon gars Brad. C'est comment? Ça va, Brad? Ça va, franchement, ça va. T'as mis ton genou? Ouais, T'as fait un gros match hier? J'ai pas joué. Voilà. Bien sûr, voilà. Comme ça, c'est réglé. Kemba Walker est ton joueur préféré? On dirait apparemment, ou Derrick Rose peut-être. Je me souviens. Non. T'as été MVP, mec. Ah, ok. Vas-y, commence à envoyer des subs. On peut dire ça? Non? Non, on n'est pas sur Twitch. Ah, mec. Il n'y a pas de sub ici. Il n'y a pas de sub ici. Ok. Non, mon genou, ça va. Là, je vais reprendre cette semaine. De toute façon, on a perdu. Voilà, sujet réglé. J'ai pas joué, on a perdu. Après, Il y a une causalité. quand tu jouais, vous perdez aussi? Non. Ah, d'accord. Donc, Moi, voilà, et toi moi, j'ai joué, j'ai arrêté d'être une tasse au moins en première mi-temps, ça fait plaisir. le retour. On est premier j'allais dire de Euroleague. Euroleague. On est premier de R2. Chiche. Voilà, hein, là, en route vers la montée. Le retour d'Ozan. Bellec, hein. Chiche. J'étais à la salle 2 fois, ça. Bizarrement. Bizarrement. Votre pote, il a compris qu'aller à la salle, ça lui rendait meilleur. Cause à effet, je ne sais pas. T'as lu Relentless? Non, j'ai pas lu de Relentless, j'ai pas besoin, mec. Ah, ok. Bref, lisez le livre de Tim Grover, Relentless, si vous êtes dans le basket ou même, franchement, c'est Dans un la très, vie. très bon livre pour le mental. On est parti? Let's go. On commence tout de suite sur les clubs français. C'est parti pour les clubs français. Et on commence donc sur les clubs français. On va commencer par Paris. Elle est. Paris qui sort la tête de l'eau. Enfin. Bizarrement, quand on va pas supporter, il gagne. Hein? 2 matchs à domicile, 2 victoires. 2 victoires. Après Maccabi, petite équipe, donc ils avaient. Maccabi, ouais. Petite équipe, ils avaient intérêt de le prendre. Ils ont fait le match qu'il fallait faire. Clairement. Avec TJ Shorts en mode distribution, 14 passes décisives. Nice. Pas mal. De toute façon, Paris fait un très bon match. Contre les Fesses aussi. Oui. Je trouvais qu'ils ont fait un très bon match collectivement. Ils étaient bien en place défensivement. Alors ils ont un peu souffert au rebond défensif. On sait, hein, c'est une lacune. Et puis quand en face t'as Poirier, Autoroux, même les postes 4 qui aiment bien aller chercher du rebond à les fesses, c'était compliqué. Mais globalement, je trouve que c'était quand même un match maîtrisé, comme on a pu les voir faire lors de leur série de 10 victoires. Là, c'était 2 équipes, même si les fesses étaient un peu haut. Je pense que c'était des équipes qu'il fallait prendre, qu'ils devaient prendre. À voir maintenant quand ils vont jouer contre des équipes un peu plus sérieuses, est-ce qu'ils ont vraiment réussi à se mettre en route? Qu'est-ce que tu as pensé de la semaine de Paris? J'ai aimé la semaine de Paris, 2 victoires comme tu l'as dit. Comme un symbole, on a retrouvé Michael Yantunen. Quand on dit que le basket c'est dans la tête, vraiment, le basket c'est dans la tête. Il avait loupé les 23 derniers tirs à 3 points avant d'en mettre un. Et comme un symbole face à l'âme de l'OFS, il met un game winner. Il met un dagger, ouais. Oui. Il met un dagger, donc... il y a plus 4, je crois. C'est ça. C'est son deuxième tir à 3 points du match. Exactement. Il le met en confiance, il passe à plus 7 et il passe reste à 30 secondes. C'est exactement ça. Donc, franchement, sachant qu'il avait déjà mis un premier tir à 3 points dans le 4e quart-temps. Donc, franchement, ça a fait beaucoup de bien. C'est comme je le dis, à l'image de Michael Antonen, on a retrouvé ce pari, et tu l'as très justement dit, défensivement en place, avec de la relance. J'ai eu la même chose contre le Maccabi. Avec un beau début de match et je me suis noté dans mes notes coucou Yantunen parce qu'il a encore fait un début de match assez intéressant. Yantunen, il a retrouvé il y est et on voit Paris qui est moins prévisible aussi. On l'a dit avant le début de la saison. On sait très bien que là où ils ont des manquements, c'est sur ces postes-là. Et là, quand t'as un Yantunen qui est comme ça, ça fait plaisir. Donc non, belle semaine de Paris. Ils ont retrouvé leur MVP qui a très bien joué en TJ Short. Et ça fait plaisir. Je reviendrai derrière sur d'autres joueurs un peu plus tard. Et je veux aussi mentionner Colin Malcolm. Ouais. Qui a fait une bonne semaine, et notamment aussi contre le Maccabi. J'ai beaucoup aimé son apport. Il a été adroit, il a été agressif. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas retrouvé aussi comme ça, parce qu'il avait un peu souffert ces derniers temps. Donc non, franchement,
super semaine de Paris, je suis très content, c'est important de se remettre dans la bonne direction. On sait que l'Euroleague c'est assez wild et donc faut pas louper les matchs. La semaine prochaine ils jouent le Partizan, donc ils ont une grosse opposition. Ouais, Partizan, sérieux, là. Partizan qui va bien, donc à la Stark Arena, bon courage. C'est la Belgrade Arena maintenant. Ah ouais? Ouais, depuis qu'on a appelé notre chien Stark, ils ont enlevé. Ah d'accord. Parce que depuis qu'il mord des gens, Ah ouais, on ne d'accord. veut pas être associé à ça, nous on n'est pas des hooligans. D'accord, bah la Belgrade Arena, j'avais pas vu passer l'info. Et donc non, franchement, ça va être un gros match, un bon test. Le Partizan va bien, va mieux. Donc, hâte de voir ce que Paris va pouvoir proposer. Mais non, plutôt bonne semaine de Paris. On est content pour eux. Ouais, sur les deux matchs, du coup, sur le Maccabi, le match contre le Maccabi, il tire à 42,9%. À 3 points, je parle. Hein. Et sur le match contre les Fesses, il tire à 38%. Donc, ils mettent 12. Et à chaque fois, ils mettent 12 tirs à 3 points. Donc, on avait vu sur les derniers matchs, c'était très compliqué au niveau de l'adresse à 3 points. Contre le Maccabi, ils font 22 passes d'ess pour 12 pertes de balles. On sait que Paris, c'était une équipe qui était assez basse dans les passes décisives. Oui. Et sur les Fesses, ils font 19 passes d'ess pour 5 pertes de balles. Donc voilà, la balle a plus bougé, mais aussi parce que Jan Tounen a été plus agressif, parce que Colin Malcolm a été plus agressif et on a su trouver de l'adresse. Et on sait que voilà, TJ Shorts va forcément resserrer la défense. C'est beaucoup plus facile d'attaquer un close-out quand il a kické la balle, que ce soit sur Jan Tounen, pour Malcolm ou même pour Ward qui fait un gros deuxième match sur le match face au Maccabi. Voilà, Nadir Hiffi, toujours dans leur... Moi j'ai kiffé la semaine de Nadir Hiffi. Franchement, il commence... J'ai trouvé que sur cette semaine, il a vraiment pris des tirs. Bah, de toute façon, on répète la même chose, mais quand il prend des tirs plus justes... Non, t'es pas d'accord? Si, je te laisse finir. Ouais, parce que je vois que tu hoches la tête en mode t'es à moitié d'accord. Je te laisse finir, moi, j'ai trouvé qu'il a été assez juste, qu'il a pris des tirs ouverts. Maodolo, il laisse plus Maodolo à la création et lui plus à la finition. Et je pense que c'est mieux comme ça. Maodolo, mine de rien, c'est un sacré joueur de 1 contre 1. En 1 contre 1, il est chiant à tenir. Il est vraiment très shifty, il a des longs bras et tout, donc relou. Vas-y. Ouais, juste pour finir, après je te laisse finir et on passe sur les autres équipes. Je peux vous annoncer qu'on aura un joueur de Paris en interview, ça y est, le rendez-vous est pris. On n'a pas tourné encore, mais le rendez-vous est pris. Donc dans les semaines à venir, on pourra vous sortir une interview. Normalement, on a à peu près 1 heure d'un joueur de Paris. Bon, on en a déjà parlé dans les émissions précédentes, donc peut-être que vous savez qui c'est. Non, on va faire un petit suspense. Soyez connectés sur nos réseaux sociaux, tu verras. Et les annonces qui passent sur YouTube. Il y a les annonces qui passent, sois connecté seulement. Mais je crois que tu n'as pas capté d'ailleurs, petite parenthèse, que j'ai changé le nom de la chaîne. Si, j'ai capté. Ah ok, parce que je t'ai dit j'ai mis QLS Pod, t'as dit bien vu. Je pensais si, j'ai vu. QLS, je pensais que t'avais... Non, j'ai vu. Ok. Je vais te voir direct, j'ai commenté tout. C'est bien, mec. T'as commenté? Ouais, je commente avec les gens des fois. Ok, vas-y. Et non, mais pour clôturer, je suis d'accord avec toi sur Nadir Hiffi. Même si des fois il y a 1 ou 2 tirs, je me dis mais... Ouais, mais c'est 1 ou 2. Mais c'est ça, mais c'est 1 ou 2, et comme je dis toujours, il faut laisser la créativité à ce type de joueurs, parce que tu peux pas les brider non plus, c'est pas l'objectif. Donc non, je suis d'accord avec... Il prend 8 tirs à 3 points sur le premier match, et il en prend 6 sur l'autre, et il en met 3 aussi. On l'a déjà vu dans des excès un peu plus gros, quoi. Je suis tout à fait d'accord, et pour Maodolo, je suis tout à fait d'accord. Je trouve qu'il avait eu, on l'avait dit, il a pris un peu plus de temps à s'acclimater. Début de saison, le temps de se mettre en place, des fois on comprenait pas trop ce qu'il voulait faire, mais là je le trouve vraiment bien, même si des fois il a des coups de moins bien, mais je le trouve vraiment bien dans le collectif, à la création, genre dans un contrat, tu l'as dit, mais ça on le savait presque parce qu'on l'a déjà vu faire. Moi ça me surprend pas qu'il soit aussi efficace sur du 1 contre 1. C'est un mec qui est capable de finir au cercle, c'est un mec qui est adroit, et quand il trouve de l'adresse, il est encore plus dangereux, avec son step back normal notamment. Donc non, belle semaine de Paris, tant mieux. Et tu vois, il y a Edford en 1 contre 1, on en connaît des tas. Attends, on a un débat à faire justement là-dessus. Je disais, quel est le joueur le plus difficile dans 1 contre 1 de Euroleague? Le meilleur joueur dans 1 contre 1 de Euroleague. On garde le débat, voilà. Moi j'ai un nom qui me vient en tête tout de suite. Moi aussi. Et on a la même carte d'identité. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, sur Maodolo, en fait, donc voilà, c'est un fort joueur de 1 contre 1, mais il a su par rapport au début de saison mettre ses qualités de 1 contre 1 au service du collectif et au service du système de Paris. Et du coup, en tout cas sur cette semaine, on va pas... Enfin, Paris reste toujours 3e d'Euroleague avec un match en retard, donc ils peuvent être 2e s'ils battent le Fener. Donc ça va, ils sont quand même remis. On peut dire quand même que même s'ils ont eu un creux, Paris fait une excellente saison. Oui. On passe à Monaco. Let's go. Et là, ça va pas être la même limonade.
Et ben Monaco qui fait 0-2 sur cette semaine. Bravo les gars. Là, ils sont sur une série. Je crois qu'ils avaient perdu aussi la semaine dernière. Hein. Et la semaine dernière, ils ont. T'es sûr? Parce qu'ils étaient premiers et là ils sont je crois que oui. Je vais dire ça tout de suite. Ils sont à 13, je crois qu'ils étaient à 13-6. Ils ont perdu contre le Barça la semaine dernière. Ouais, donc voilà. Ils jouaient cette semaine le Bayern, du coup à Munich. Ouais, dur là-bas. Hein. Très dur d'aller gagner là-bas. Et ils jouaient aussi l'Étoile Rouge. Donc ça, ils le jouaient aussi à l'extérieur, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc voilà. On va commencer par le Bayern. C'est dur de gagner au Bayern, mais après quand le Bayern... quand le Bayern joue comme ça et à cette adresse-là... 60% à 3 points. C'est n'importe quoi. 20 sur 33. C'est n'importe quoi. Franchement, c'était dur. Monaco fait pas un mauvais match. Hein. C'est ça, exactement ce que j'allais dire. C'est difficile de leur tomber dessus. Ils sont fait allumer en fait. Tout le carton, ils sont fait allumer. Premier carton, ils sont allumés. Deuxième, ils sont allumés. Tout le monde a mis dedans. Comment il s'appelle Devin Booker était intenable. Le retour de Wallerbab, on le voit, on le sent, c'est intenable. Van de Waal. Tu as, t'as un moment dans le troisième quart contre le Bayern. Comment il s'appelle? On l'adore en plus. Terry Tarpé qui fait un bon passage. Il fait un excellent passage. On dirait ça va les remettre dedans. Et il joue pas de la première mi-temps. Hein. Exactement. Quand il joue direct, c'est lui qui remet le. Offensivement, il met des tirs. Défensivement, il vole des ballons. On dirait c'est bon, ils sont repartis. Preuve en est, Monaco se rapproche parce que je crois qu'ils reviennent à 3 ou 4 points de mémoire. À un moment, il y a une égalisation. Ils reviennent à -6, c'est à -23. C'est ça. Et après, ils reviennent à -3 parce que je crois qu'il y a 80-77 et il y a une égalisation de Jordan Lloyd qui met un gros tir. On se dit, ah là là. Ah oui, à la fin, mais je parle dans le troisième. Oui, par exemple, dans le quatrième, j'y suis. Sauf que ça y est, on est reparti. On est reparti pour un tour encore. Ils ont encore de l'adresse. Franchement, ils mettent 3 tirs à 9 mètres d'affilée. Genre, qu'est-ce que tu peux faire quoi? Et j'ai envie de parler du dernier tir de Shabazz Napier. Ouais. Au bout d'un moment, quand tu prends ce dernier tir là, franchement, on parlera, je pense, des arbitres plus tard. Il y a un petit raffut, hein. Petit. Mais tu vois, j'ai aimé, moi c'est ce que j'aime, et on pourra en parler, c'est un débat aussi qu'on veut faire. On a bien smis en ce moment. J'ai aimé le fait que Mathieu ne floppe pas. Ouais. Tu vois, ces dernières possessions, vas-y, tu prends pas le risque de laisser le match à l'arbitre. Tu joues, tu défends dur, ok, tu te fais pousser, il a essayé de revenir. Il met un gros tir. La défense n'est pas mauvaise, c'est juste qu'il a été un peu poussé. Ouais. Meilleure attaque. Alors, par contre, le tir de Mike James derrière, tu veux en parler peut-être? On peut en parler. Je ne veux pas parler du tir de Mike James. On peut parler de la semaine de Mike James si tu veux. Alors, avant d'aller sur la semaine de Mike James, je vais surtout parler de Wallerbab. Il l'a mis en prison. C'est-à-dire, il a tellement cadenassé. Franchement. On s'extasie souvent devant le basket du côté offensif. Il a mis un gros tir, le step back, là c'est super, le flotteur et tout, magnifique. Mais la dernière défense de Nick Wallerbab. Ah oui, sur le dernier. Okay. Oh là là. Je me disais sur le match parce que moi j'ai trouvé que. Non, sur la dernière. Ah oui, sur la dernière défense. Il l'a mis en prison défensivement, il était en canne, les pas latéraux, il était en face, il revenait, il mordait pas aux fentes. C'était un extase. Moi j'ai adoré cette séquence. Après, on peut parler de la semaine de Mike James si tu veux. Ça va aller vite. Comment te dire? Alors, dans les stats, parce qu'après on va aller sur le visuel, face au Bayern. Au Bayern, il fait 20 points, 5 sur 7, 6 passes. Il fait un bon match, moi voilà. je trouve. Juste la dernière possession est mal gérée à mes yeux. Qui est très très mal gérée, je suis d'accord. Deuxième, il fait 14 points, 6 sur 8 à 2 points, 0 sur 7 à 3 points, 15 déval. C'est pas qu'il fait une mauvaise semaine. Si, il fait une mauvaise semaine. Je dirais pas qu'il fait une mauvaise semaine, parce que je trouve que ça, c'est dur. Juste que, et notamment sur le deuxième match, il a pas proposé autre chose, en fait. À un moment, il s'est entêté, oui. Il n'a pas proposé autre chose, alors qu'il nous a déjà habitués à beaucoup mieux. En fait, vas-y, fini. Il nous a déjà habitués à beaucoup mieux, parce que tu vois, je trouve qu'il a été à la baguette, notamment le match contre l'Étoile Rouge, je le trouve des fois à la baguette, etc., pour distribuer aux autres. Donc franchement, je ne vais pas dire qu'il fait une mauvaise semaine, mais à un moment, il s'est entêté dans des choses qui ne fonctionnaient pas, et il continue à vouloir faire ça. Moi, je trouve que Mike James fait souvent 3 très bons premiers cartons, parce qu'il est dans le collectif. Et sur cette semaine, sur les 4e cartons, il repart en mode Mike James, qu'on n'aime pas. 3 dribbles entre les jambes, sidestep, surtout quand il n'a pas d'adresse. Et tu vois, il y a eu le commentaire de Ali Traoré sur le match contre l'Étoile Rouge, qui disait « Donnez la balle à Mathieu Strazel, arrêtez de donner la balle à Mike James, mettez Mike James en finisseur. » Il y a une situation, moi, qui m'a marqué. Donc le match est très serré, etc.
T'as Alpha Diallo qui est défendu par Yago ou par. Enfin bref, un petit, tu vois. Il est sous le cercle. Tout le cercle. Mike James fait 2 dribbles entre les jambes, side step, hyper contesté, il rate. Rebond offensif, la balle revient sur Mathieu Strazel. Mathieu Strazel dit écartez-vous, il donne la balle à Alpha Diallo, ou je sais plus si c'était Blossom Game ou Diallo, bref, un grand, lay-up. Et en fait, il a manqué ça. Mike James, il s'est entêté. Alors qu'on sait qu'il est capable d'avoir des lectures, on l'a vu cette saison, il est capable de faire des passes de génie, c'est un excellent passeur, il est capable de fixer la défense et tout. C'est juste que mentalement, il s'est dit, cette semaine, dans les 4e cartons, c'est moi qui vais jouer. Et même contre le Bayern, parce que contre le Bayern, juste avant, il met un gros tir pour passer devant, mais il a fait plusieurs actions, forcées, et Hugo, mon coach, m'a dit, moi on regarde pas les temps morts, moi j'avance pendant les temps morts, mais apparemment il y a eu un temps mort, je sais pas si c'est cette semaine ou la semaine dernière, où Spanoulis leur dit, vous êtes incoachable. Oui, il a dit ça, j'ai vu. Moi j'ai pas vu, tu vois. J'ai vu ça. Et ça m'attriste parce qu'en fait, on a vu la patte Spanoulis, on a vu ce qu'il essaye de mettre en place, et on était émerveillés par le jeu de Monaco, et Monaco dominait, mais moi je les avais mis très très haut dans le truc, à voir, la saison n'est pas finie, tu vois. Non mais la saison n'est pas finie, mais au bout d'un moment, quand il y a des trucs qui marchent, faut savoir mettre ton ego de côté, que tout le monde fasse 15, 17 dévals, que ça soit que tes 5 joueurs à plus de 15 dévals et tu gagnes tes matchs de 20 points, ou alors toi tu veux mettre des step back, mais tu gagneras pas l'Euroleague comme ça, et tu iras pas loin, et ça me frustre. Tu vois, sur la semaine, si tu regardes les stats, il a 17 points 6 passes sur la semaine, 73% à 2 points, 20% à 3 points, donc très faible pourcentage. Il a 116 d'offensive rating sur la semaine, il a un impact de moins 30 points sur l'offensive rating de son équipe. Et défensivement, il a 128. Il a un impact, il a un bon impact soi-disant, donc le Monaco n'a pas défendu, mais moi, franchement, au high test, surtout contre l'Étoile Rouge, il ne défend pas une cacahuète. Il se fait passer tout le temps. Il n'est pas dans les aides. Il y a une situation sur la fin de match, ils doivent tout switcher. Il y a une remontée d'Azaa Kanan, justement quand ils sont devant. Oui. D'Azaa Kanan, c'est Terry Tarpey qui est dessus. À la base, ils ont switché sur le premier pic, donc ils doivent switcher avec Terry Tarpey. Mike James reste les mains dans les poches. Terry Tarpey est pris dans un écran. Retard. Et Azaa Kanan, il met un lay-up que tu ne peux pas laisser. Je sais pas si c'est Azaa Kanan ou si c'est Yago. Non, c'est Azaa Kanan. C'est Kanan qui finit au lay-up. Ok, d'accord. Mais oui, il faut d'accord avec ce que tu parles. Et c'est du manque de communication, et c'est même pas du manque de communication, c'est du manque d'implication. Tu sais que tu switches, parce que tu as switché quand il y a eu le premier écran sur toi. Mais là, comme faut défendre sur vraiment un truc, et franchement, c'est dommage. J'ai pas envie de tirer sur Mike James, parce que c'est un joueur qui est exceptionnel, et c'est un joueur qui m'a fait kiffer depuis l'arrivée de Spanoulis, etc. Enfin, qui nous a fait kiffer même la saison dernière. Mais au bout d'un moment, chasse le naturel, il revient au galop, tu vois. Faut juste dire quand il y a des choses qui ne font pas bien ou des choses qui vont mal. En soi, voilà, moi je pense que oui, je suis d'accord avec toi sur les fins de match et notamment sur son implication des fois défensive qui peut être plus que douteuse. Après, c'est pour ça que je dis j'ai du mal à dire qu'il a fait une mauvaise semaine parce que il n'a pas fait une mauvaise semaine parce qu'ils ont joué le Bayern à Munich et parce qu'ils ont joué l'Étoile Rouge à Belgrade. Donc c'est des fortes équipes et que statistiquement il a quand même apporté. Mais au-delà des stats, c'est ça, c'est parce que oui il y a les stats et je veux pas tomber, j'écoute en ce moment un podcast sur les statistiques dans le football, tu vois, et c'est la même chose. C'est la même chose, il y a quelque chose qui me faisait rire, il disait mais ouais mais si on regarde les stats de Zidane aujourd'hui, on va dire mais Zidane c'est un joueur lambda. Oui mais c'est parce que tu compares à l'évolution du jeu. Et donc, oui mais c'est juste pour dire que... Tu peux pas comparer des stats, c'est pareil au basket, tu peux pas comparer des stats de 2006 à des stats de 2025. Tout à fait d'accord, mais c'est juste pour dire que, et t'as raison quand tu dis le high test, et il y a aussi ce qu'on voit, montre que j'ai du mal à dire il a fait une mauvaise semaine. Par contre oui, il y a des choses sur lesquelles c'est inacceptable, il y a des choses sur lesquelles, excusez-moi le terme, il se branle, et il doit faire beaucoup mieux. Ça je suis tout à fait d'accord, et défensivement tu l'as dit, à moi il fait la passoire, et en plus on l'a déjà vu défendre. Et on sait qu'il peut défendre. On sait qu'il peut, et c'est juste quand il a envie, il le fait. Donc voilà, après, de toute façon, Monaco ira aussi loin que Mike James les emmènera, mais au-delà de Mike James, aussi loin qu'ils seront concentrés. Parce que c'est pas que Mike James, tu vois, c'est aussi loin qu'ils seront concentrés collectivement, parce qu'encore une fois, on le dit, hein, mais j'ai adoré la semaine de Mathieu Strazel. Oui, ça commence à être sérieux sur les derniers matchs. On en reparlera dans une autre catégorie, mais j'ai adoré la semaine de Mathieu Strazel. Encore une fois, il est consistant, il est régulier. C'est la même chose, il défend très bien, il relance, il est adroit en ce moment, donc voilà, il est agressif. Franchement, c'est un plaisir de le voir. Après, si je dois aussi... Sur les 5 derniers matchs, Mathieu Strazel est à 13 points, à 55% à 2 points, 67% à 3 points. Avec un excellent offensive rating, 157. Pas mal. Il loupe pas. Il loupe pas et pourtant il force pas, tu vois. Il force pas, et exactement. il a des situations où on avait déjà vu où il a des balles en fin de possession, etc.
et il loupe pas. Donc non, très, très bien. Et après, très content pour lui. Si je mets en perspective, bah, il joue le Bayern, on l'a dit, ils ont une adresse exceptionnelle. Et il joue l'Étoile Rouge. Et quand l'Étoile Rouge a Shaquille O'Neal dans l'équipe, c'est compliqué aussi de pouvoir. Monaco a Shaquille O'Neal aussi. Hein. Bah, je suis désolé, Moteyounas, il fait un match monstrueux, personne ne le tenait. Non, mais c'est pas Petrousev. Ouais, mais il prend 7 tirs. Ouais, mais, oui, mais il fait 5 sur 6 à 2 points. Oui, mais non, ce n'est pas Petrousev. Ce n'est pas Petrousev, je suis d'accord avec toi. Mais par exemple, l'usage de Moteyounas, il n'a pas assez de balles. Oui, d'accord. Avec l'efficacité qu'il a. Certes, mais tu vois, moi je te l'ai dit, Moteyounas, je trouve qu'il a fait un début de saison un peu plus poussif. Je l'ai trouvé moins bien. Je le voyais louper beaucoup de choses qu'il ne loupait pas habituellement. Après, il se remet bien en route, je suis d'accord. Il doit avoir plus de balles. Après, on sait que le jeu de Monaco, il est tourné aussi beaucoup sur les arrières. Ça, c'est quelque chose qui est trop existant depuis assez longtemps. Souvent, même auparavant, quand il y avait Dante Hall, celui qui le servait vraiment, c'était Okobo. Sinon, on voyait très peu les autres le servir. Oui, mais du coup, c'est ça qui me frustre. C'est que quand tu vois que tu es à 0,6 à 3 points, et l'intelligence, et que tu as un intérieur qui est en train de dominer offensivement en face, et l'intelligence de lui donner la balle. Et ça me frustre que le leader offensif de cette équipe n'ait pas cette lucidité. Maintenant, tu as parlé d'Eli Okobo. Il a un petit coup de moins bien là, depuis quelques matchs. Alors je sais pas si dans sa vie il y a des trucs qui vont pas parce que en plus il se frustre beaucoup. On a vu le geste qu'il a fait à l'arbitre en Betclic. Il a fait un bon doigt d'honneur, donc il est un peu frustré. Là encore sur le match contre l'Étoile Rouge, il fait un 8 au tir, un déval. Sur le match contre le Bayern, il fait 12 points, mais dans l'impact on retrouve pas le Eli Okobo qu'on a vu depuis le début de saison. Et voilà, pareil, Eli Okobo est primordial pour la réussite de Monaco. Donc aussi fort que soit Mathieu Strazel sur cette semaine, si tu n'as pas un Eli Okobo meilleur, je pense que voilà, tu peux pas vraiment espérer. Donc voilà, retour d'Alpha Diallo, tranquillement, contre le Bayern, il n'a pas eu un impact de fou. Un peu meilleur contre l'Étoile Rouge, notamment il prend 9 rebonds. Un peu meilleur, il dit. Bah, il est bon contre l'Étoile Rouge. Merci quand même. Oui, il est bon contre l'Étoile Rouge. Déjà un peu meilleur. Il est bon. Il est incroyable. Des deux côtés du terrain. Je dirais pas qu'il est incroyable, mais il est bon. Il fait un bon match. Toi, t'es trop dur avec Alpha Diallo de toute façon. Non, mais attends, Alpha Diallo, on l'a vu faire mieux que ça quand même. Meilleur poste de Euroleague. On en parlera dans une autre rubrique. C'est bon pour Monaco ? On parle pas de l'Étoile Rouge. Bah ouais, tu veux parler des Parce que comme ça, on n'en parle pas tout à l'heure comme ça. Vas-y, on peut parler d'Étoile Rouge. Petrousev. Moi, je veux parler de Petrousev. Non, mais Petrousev, on pourra peut-être en parler après, non ? C'est vrai qu'on va en parler après. Parce qu'on va en parler après, je pense. Oui, je pense qu'on va en parler après. Normalement, on va en parler après. Bah, vas-y, très bien. Donc, on parlera de Petrousev plus tard. On passe sur l'Asvel ? Vas-y, pas, c'est bon, sur l'Asvel. Écoute, l'Asvel qui suit, hein. L'Asvel qui a pris sa 10e victoire, si je ne m'abuse. Ils ont tapé le Partizan. Ils sont à 10-12, ils sont à 2 matchs du play-in. Franchement, ils ont tapé le Partisan bien. Ouais. Non, ils ont pris plus 30 face au Partizan. Ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus comme ça. Vraiment, ça faisait longtemps. Ce que je me suis noté sur mes notes, j'ai dit ça c'est l'Asvel de l'année dernière. Et ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus aussi nuls. Ils se sont fait détruire tout simplement. Donc on va pas parler de ce match. Voilà, le Partizan leur a bien cassé la gueule. Il faut pas être bête. Parce que. Comment il s'appelle Parce que. Pas besoin de parler du Partizan, gros, on en parlera plus tard du Partizan. On en parlera plus tard. Parce qu'il y a des choses à dire sur le Partisan. Il faut qu'on en parle en profondeur, mon gars. D'accord, très bien. Et tu vas me pomper le chibre en direct. Waouh. Doucement. Ça ira sur Instagram, ça. Voilà, doucement. Tu t'enflammes. On n'est pas dans ça. Mais on peut parler du deuxième match. Deuxième match, il jouait Berlin. Alors, je vais pas non plus m'enflammer face à Berlin parce que. Je vais pas m'enflammer du tout. Sachant que le match, j'ai regardé que le 4e quart. Enfin, le premier 4e, parce que ça y est, j'avais pas envie de regarder. J'ai tout regardé et je vais pas m'enflammer parce que à la base, je trouve que l'Asvel fait un bon match, mais ils ont aussi beaucoup d'adresses, ce qui les aide beaucoup. 13-26, à 3 points. Exactement, ils tirent à 50%. Ils mènent de 15 points et je comprends pas comment tu arrives à aller en prolongation face à cette équipe de Berlin qui est une équipe accrocheuse. Hein. Martin Hermasnos, Pagnolo, Madilo, tout ça, on connaît, on va pas citer tout le monde. Bah, il y a, comment ça s'appelle, McDowell Wright, là, qui met 2 tirs à 3 points à la fin pour rapprocher justement Berlin. Mais je suis d'accord avec toi. Après, ils le prennent. Tant mieux. Parce que je rappelle qu'ils ont perdu à l'aller contre Berlin. Ils le prennent, tant mieux. Mais 2 points. Le premier, Nando De Colo, pourquoi tu sautes avec tant d'expérience que tu as? Pourquoi tu sautes sur le tir? Ok, soit... Vas-y. Pour moi, ça n'a aucun sens. Okay. T'as pas besoin de sauter. Il y a absolument rien, on est d'accord, mais t'as pas besoin de sauter en fait. Donc, de toute façon, il met pas le lancer, donc ça n'a pas vraiment d'impact. Oui, mais en fait, t'as pas besoin de sauter, de faire la faute. Parce que tu te mets en position de... Et quand t'es dans nos deux colos, t'as assez d'expérience pour savoir que t'as besoin de faire ça. Ça, c'est mon premier point.
Le deuxième, j'ai adoré le match du jeune espoir Paul Mbia. Paul Mbia. Ok, attends, juste, tu finiras sur Paul Mbia parce que du coup tu parlais de la dernière possession du temps réglementaire Oui. avec le tir à 3 points, Oui. Je sais plus qui le met, c'est pas Wetzel, je sais plus. Je sais plus, j'ai pas pu, d'ailleurs. L'Asvel a 25 opportunités de faire faute. Ils jouent des mains à main à 9 mètres du cercle, ils vont pas être dans l'action de tir, ils sont à plus 3, hein. Ils sont dans le bonus. Je comprends, des fois tu fais pas faute parce que le mec il est en train de dribbler, dès que tu vas venir il va jeter la balle. Là franchement il y a eu 10 secondes, 20 secondes de main à main, de trucs où le mec il est dos au cercle, tu peux faire faute sur un intérieur, tu vas lui donner 2 lancers, derrière t'es tranquille. Ils ne le font pas et comme tu dis derrière ils prennent un tir à 3 points et heureusement qu'il rate son lancer Bah oui, c'est parce ça. que sinon ils perdent le match sur une erreur comme ça. Bah, c'est ça. Et quand t'es aussi expérimenté que dans de Colo, Ah ouais. et voilà, alors est-ce qu'on peut l'imputer à Pierrick Poupé qui est un coach au demeurant qu'on adore et qu'on trouve qui fait du très bon boulot. Là, quand même, ne pas faire faute dans cette situation-là, avec justement le minimum de risque où ils vont pas avoir 3 lancers, c'est criminel. Et en plus, ça a failli être payé. Franchement, ça m'énerve. Vas-y, donc du coup, sur Paul Mbia, je suis d'accord avec toi. Il a fait une bonne entrée suite aux fautes de monsieur Tariq Black. Il a été impactant, il est défensivement notamment. Donc ça fait. Et offensivement aussi. Offensivement aussi, mais c'est vrai que défensivement, il s'est beaucoup montré. Ils étaient beaucoup plus en galère, Berlin, quand il était sur le terrain. Donc non, ça a fait plaisir de le voir comme ça. Moi, je le découvrais, hein, je vais pas faire le mec, je le suis depuis 5 ans. C'est un espoir, hein, mais de toute façon, c'est bien. Tu vois, c'est ça que j'aime bien avec Pierrick Poupé, c'est qu'il fait jouer jeune. Il avait fait rentrer aussi à l'Olympiakos Yohan Sissoko, oui. qui avait fait une bonne entrée, je l'ai trouvé, qui avait été un peu ciblé par les arbitres, comme à chaque fois que tu rentres la première fois en Euroleague, dès que tu poses un écran, c'est l'écran en mouvement, quoi, alors que l'écran était clean, je me souviens. Mais voilà, Melvin Ajassa aussi qui commence à apporter, il prend des alley-oops, il est un peu plus. Il diversifie plus son jeu que vraiment catch and shoot à 3 points et je trouve que ça apporte une arme en plus. En plus de ça, il a droit, mais mon MVP de ce match, ça peut être Edwin Jackson. Il n'y a pas de débat de toute façon. Ça peut être Edwin Jackson. Il met des gros tirs à la fin, des tirs. Gros tirs, notamment. Des pires tirs, hein. En fait, des pires tirs, oui et non. Non, gros, c'est bien défendu, hein. Ah oui, mais. Edwin Jackson, surtout à mi-distance, on sait qu'il est capable de mettre ces tirs-là, mais là, il en a mis à 3 points. Celui qui met là où il cross, le gars il défend bien, il revient il tire, le gars il est sur lui. Filoche. Ouais, faut respecter un ancien MVP, mec. Faut respecter. Donc. MVP de quoi? De Pro A. Ok, mec. Quoi? J'ai rien dit. Mon gars. Pour voir si tu suis. Ouais, mon gars, je suis. MVP d'Euroleague. Non, pas de MVP d'Euroleague. Pro A 2014. C'est bon, tu pars trop loin dans ta tentative d'avoir de la connaissance. Chef, regarde. Basket FIBA. Regarde, vas-y, je vais regarder, vas-y. 2014, doit être dans ces eaux-là. 2014 ou 2013. Vas-y. Vas-y, MVP. Alors, donc, du coup. 2013-2014. Mon gars, la connaissance. On suit le basket depuis assez longtemps. Faut respecter. Non, mais du coup, blague à part, il a fait un gros match. Je suis d'accord, il a mis des gros tirs des fois avec un peu plus de chance. Mais au-delà de ça, il a été impactant. Il était blessé pendant très longtemps. La semaine dernière, il a eu un peu plus de mal. Là, il joue 27 minutes. C'est lui qui a le plus gros. Non, c'est le troisième plus gros. C'est André Robertson qui joue le plus. Et après Théo Malédon. Donc non, je suis content pour lui. Il fait 21. En prolongation, il gagne ce match. Donc heureusement, l'Asvel, donc c'est bien. Il se repositionne encore une fois, comme on l'a justement dit. Là, ils sont 13e. Ils sont à 2 matchs du play-in. 10-12, voilà. Et le play-in est à 12-10. Donc très bien. La semaine prochaine, ils jouent. Je vais te dire ça tout de suite parce que je ne l'ai pas en tête. Tac. Voyons voir qui joue la semaine prochaine. Ouais, j'y suis. Sous l'Asvel, ils jouent Barcelone, donc ils vont perdre. Personne pas bon à prendre en ce moment. Vraiment pas, voilà, mais on va venir. On va le dire. Donc là, ils jouent à la LDC Arena, mais en tout cas, on peut pas avoir tout bon. Hein. J'ai bon sur les fesses. T'as pas bon sur Monaco, t'as pas bon sur. J'ai bon sur les fesses. Allez, salut. Et j'ai bon sur le Partizan. Allez, salut. T'as bon sur le Barça, c'est bon. Donc même blague à part, donc voilà. On va dire que c'est plutôt une bonne semaine pour l'Asvel. Partizan. Ouais, par contre, il faudrait que Geoffrey Lemaire revienne, quoi. Bah, ça, on sait pas trop quand il revient, quoi. Ouais, bah, faudrait que Tony Parker signe l'échec, ma gueule, ça y est. Quoi? Ah, mais moi, je sais pas. Frère, il est pas blessé. Là, il était pas sur le banc, mais les autres fois, il était sur le banc, il était en tenue. Je sais pas. Il jouait pas pour problème personnel. Ouais. Frère, problème personnel, t'es sur le banc.
T'as pas de problème personnel, c'est problème financier. Ah, d'accord. Mais de toute façon, comme je t'ai dit, Oui. moi, je sais plus qui m'avait dit, à l'Asvel, lui et Nando, ils ont des retards de paiement de fou et tout. Et Nando, il est gentil, mais Geoffrey, il a dit. Enfin, Ça y est. voilà. Il a dit- D'après mes sources, il a rien. Ok. Bref, on passe sur le daily review. Ça va Franchement, attaquer c'est double l'information. semaine. Il y avait pas mal de trucs à dire. On va pas parler de toutes les équipes, Non. mais je pense qu'il y a des équipes dont il faut qu'on parle. Oui. C'est parti pour le daily review. Ah, Ok, le daily review. Vas-y. Tu veux commencer par qui? Tu veux commencer par le partisan? Allons sur le partisan, vas-y, parle, je t'écoute. Qu'est-ce que t'as à dire? Voilà, on t'écoute bien maintenant, Ok. l'auditoire t'écoute. Le partisan. Voilà. Nul. La partition a été jouée sans aucune fausse note. Shout out on l'a to dit. Jérémy. Face à l'Asvel, ils ont dominé, plus 30, grosse adresse, ok, pas de sujet. Vas-y, on sait que l'Asvel, des fois, ils peuvent avoir des petits trous d'air, surtout avec les absents qu'ils ont. Mm. Ok. Le match face à Milan. Mais, je n'ai jamais vu une performance, un trio aussi fort. Qui est le MVP du match? Marina Vankovic. Marine Vankovic. Ouais, d'accord. Non, blague à part, Qui est le MVP du match, mec? Réponds à ma question. moi j'ai mis Carlick Jones. T'as mis Carlick J'ai Jones. mis Carlick Jones, mais tu peux mettre Eric Jones, hein. Mais est-ce que t'as vu les stats? Oui, j'ai Ok, vu. je vais vous donner les stats J'ai vu, parce que c'est vraiment, j'ai vu. c'est incroyable, franchement. Mais tu peux mettre Sterling Brown. Ah, mais tu peux mettre les trois. Tu peux mettre les trois. Ils mettre font le plus trio. de 100 dévals à 3. Donc oui, non, franchement. C'est incroyable. Ils ont désossé Milan. À Milan, je vais vous donner les stats des 3 joueurs en question. Avant que tu donnes, juste avant que tu donnes les stats, pourquoi moi j'ai mis Carrick Jones? Parce que c'est un peu lui qui a la baguette, tu vois. Même si Stalman, il peut se créer pour lui. Tariq Jones peut moins se créer pour lui tout seul. Donc il est un peu dépendant de la relation qu'il a avec Tariq, avec Carrick. Oui, j'ai compris. Et Sterling Brown, voilà. C'est pour ça que j'ai mis Carrick Jones. Mais si tu me dis Sterling Brown ou tu me dis Tariq Jones, je suis pas en train de dire Non, mais c'est en fait, scandaleux. En fait, je suis d'accord, parce que Carlick Jones, c'est celui qui va créer pour les C'est ça. autres. Il fait 9 passes. C'est ça. C'est celui qui a la plus grosse éval. Donc, tu peux dire que c'est. Mais les deux autres font des matchs tellement de mammouth. Monstrueux. Carlick Jones, 34 minutes, 24 points, 9 sur 11 à 2 points, 0 sur 2 à 3 points, 6 sur 7 au lancer, 3 rebonds, 9 passes, 3 interceptions, 2 pertes de balles, 6 fautes provoquées, 37 dévals. Ça n'a aucun sens. Correct! Tu dis bon, bah voilà, il fait 37 dévals, autour ça a dû faire du 10-15. Que nenni! Que nenni! Sterling Brown, 35 minutes, 26 points, 5 sur 7 à 2 points, 4 sur 6 à 3 points, 4 sur 4 au lancer, 7 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, 32 dévals, plus 23 de plus-minus. Je dis, ah bon, vas-y, un gros duo. Que nenni! Tyreek Jones, 29 minutes, 22 points, 9 sur 9 à 2 points, il a rien raté. 4 sur 4 au lancer, 7 rebonds, 4 fautes provoquées, 31 dévals. Et sur le premier match, il fait 29 dévals. Mais gros, Quelle semaine. gros, Peut-être qu'on va le retrouver. là, le Partizan est joué sans Dwayne Washington, Ouais. joué sans Frank Ntilikina, joué sans Qui pardon, Marine Vankovic. Vanja Marinkovic. Donc là, ils trouvent leur structure. Moi, je t'ai dit, j'adore cette équipe. Franchement, elle me fait kiffer. Quand ils jouent comme ça, encore plus. Il y a des joueurs, peut-être, dont on va reparler dans plusieurs rubriques, je pense. Mais franchement, ce qu'ils font, c'est exceptionnel. Alors, ils avaient pris beaucoup de retard. Ils étaient à 2-8. Aujourd'hui, ils sont à 11-11, je crois, c'est ça. Ils sont à un match du play-in. Ils sont à 7-3 sur les 10 derniers matchs. Moi, je les vois pas rester à cette place-là. Je l'ai dit, hein, je les mets très haut. Après, il y a des équipes qui se sont réveillées aussi un peu plus haut, donc à voir. Il y a des équipes qui sont en train de descendre, notamment le Bayern, Kaunas, Milan à voir, parce que voilà, ils ont désossé Milan, donc ils vont avoir aussi le goal average. Donc à suivre pour le Partizan. Très bonne semaine pour le Partizan. Tu veux qu'on parle du Barça? On peut parler du Barça. Non, parce que toi, tu mets pas de respect assez sur Mon gars. le Barça. On a fait le Power Ranking il y a 2 semaines maintenant. Ouais. Et tu disais, je mets Partizan devant le Barça, etc. et tout. Je dis, je crois que toi, t'es fou dans ta tête. Aujourd'hui, le Barça, ils sont 6e, à égalité avec le Pana, 13-9. Ok. Et à égalité avec Monaco. Ils ont combien de matchs d'avance sur le Partizan? Ils ont 2. 2 matchs. Donc voilà, mettre en perspective aussi le classement. Je mets en perspective le Ouais, classement, voilà. mais j'y viens. Pour l'instant, le Partisan est hors du play-in. Oui, non, Après, d'accord. la semaine prochaine, ils peuvent être dans 5e. Ça veut rien dire. Ça veut rien C'est dire. ça. Mais c'est-à-dire, voilà. Le Barça, en ce moment, il déroule. En ce moment, le Barça, il déroule. Ils ont joué le Pana. Pana qui était sur... On va casser la gueule. 5 il est- victoires les 5 d'affilée, victoires d'affilée. des scores à plus de 100 points. Exactement. Il leur a cassé la gueule, tu l'as dit.
Très mauvaise semaine de Kendrick Nunn au passage. Ils tiennent le Pana à 73 points, alors qu'on l'a dit, ils étaient à 98 points de moyenne sur les 5 derniers matchs. Exactement. Donc franchement, le Barça a tout simplement déroulé. Jabari Parker qui fait un boulot monstrueux, bien sûr. J'ai adoré la semaine de Kevin Punter, il a été monstrueusement... il n'a pas été mauvais, je suis dur. Moi, sur le deuxième match, il n'a pas été mauvais. J'ai trouvé qu'il était bien meilleur. Il n'a pas été mauvais. Parce que, déjà, il a mis... Alors, il prend des pires tirs toujours. Il prend des pires tirs. Mais il les a mis. Il met des gros tirs face à les fesses. Et j'ai trouvé aussi face à les fesses que dans le playmaking, avec Youssouf Afal et avec Vezeli, il a beaucoup apporté. Il a su se diversifier. Il fait 5 passes de mémoire. Il fait 5 passes. 16 dévals avec des bons pourcentages. 23 minutes, tu vois, il a moins joué parce qu'en même temps... ça, c'est l'autre débat qu'on fera aussi. Il y a des joueurs dans cette équipe qui méritent d'avoir un plus gros rôle dans cette équipe ou ailleurs. Mais donc voilà, donc Kevin Punter, moi je suis d'accord, il a moins forcé, j'ai trouvé. Oui. Même si les tirs qu'il prend, c'est toujours catastrophique, mais au moins il en prend pas 15. Et il met et il fait 5 passes, c'est pas mal. En plus, défensivement aussi, il s'y est mis, donc ça c'était bien. Mais de toute façon, je trouve que le Barça, sur le deuxième match, t'as mis qui en MVP, toi? Sur le deuxième match, Kevin Punter. Face à les fesses, t'as mis Kevin Punter? Ouais. Moi, j'ai mis le Barça. J'ai mis le Barça parce que je trouve qu'ils ont tous été bons. Ouais, mais je suis d'accord. J'ai sorti Kevin Punter parce qu'il met des gros tirs, parce qu'il a fait des bonnes passes. Mais je suis d'accord, le Barça. Ils ont 6 joueurs à plus de 10 points sur ce match-là. Donc, ils ont Kevin Punter qui a 15, Yann Vezeli qui a 11, Brizola qui a 10, Metou qui a 10, Juan Núñez qui a 11, Youssouf Afal qui a fait un bon match aussi, qui a 13. Donc, Youssouf Afal, on va peut-être en parler. Hein. À l'Asvel, on a... Alors, la saison dernière, c'était un peu mieux qu'il y a 2 ans. On s'est dit quand même qu'est-ce qu'il va foutre à Barcelone. Je trouve qu'il est très bon depuis qu'il joue à Barcelone. Il rate, mais franchement, il attrape beaucoup. Il a toujours une fois ou deux des ballons qu'il va pas attraper, etc. Mais il rate beaucoup moins. Il est très bien servi, il se déplace très bien. On le voit des fois faire des flashs, récupérer la balle près du cercle et finir. Là, il fait quoi sur le deuxième match? Il met 13 points, 6 sur 6, 12 dévals, 15 minutes. Donc franchement, tu as 13 points de Youssouf Afal. Moi, je les avais pas vus venir. Et contre le Pana, je pense qu'il score aussi. Il commence les matchs en général. Il fait 11 minutes, 6 points. 11 minutes, 6 points. 11 dévals. C'est bien. C'est du bonus. C'est un mec qui était ton 3e pivot à la base. Et c'est un mec sur lequel on a beaucoup tiré. Donc je voulais quand même, moi, dire pardon, enfin, mais ma culpa ou quoi que ce soit. Il fait du bien au Barça. Aujourd'hui, il fait du bien au Barça, il est quand même dans de la dissuasion, même s'il ne met pas forcément des contres, il gêne en défense. En attaque, il est très bien trouvé parce qu'il y a des bons passeurs, mais en même temps, il se déplace très bien, il rate moins, il attrape mieux les balles. Donc voilà, je veux donner du crédit à Youssouf Afal. Mais alors, quand tu dis ça, je suis d'accord avec toi à 100%. Oui. Mais de là à dire qu'il fait une très bonne saison, c'est un peu, je trouve que c'est un peu poussé. Il fait une très bonne saison par rapport aux attentes qu'on en avait. Non, il fait pas une saison de MVP. Pour moi, depuis quelques semaines, il jouait pas avant. Oui, mais pourquoi il jouait pas? Il jouait pas parce qu'il était derrière Hernan Gomez et Vezeli. Pour moi, depuis quelques semaines, là, ça va mieux. Ça va mieux, je suis d'accord. Et parce qu'il joue, mais même, il y a des matchs où il a joué où il était pas bon, faut être honnête. Il y a un match où il est rentré, il a fait 3 fautes en 30 secondes. Oui, c'était la première fois qu'il est rentré, mais c'est qu'il était 3e pivot. Après, je te dis pas que Youssouf Afal est MVP d'Euroleague. Non, mais depuis ce que je dis, c'est que par rapport aux attentes que j'en avais, il les surpasse. Et depuis qu'il a des responsabilités, que Hernan Gomez ne joue plus et que Vezeli a été blessé, il est très bon. Depuis quelques semaines, il est bon. Il est très bon. Donc voilà, c'est pas le meilleur joueur du Barça. Oui, mais tu vois, je me disais, qu'est-ce qu'il fait là? Il va dénoter dans cet effectif hyper quali. Et ben, il a sa place. Je me dis pas, putain, c'est qui ce mec? Qu'est-ce qu'il fout là, tu vois? Je suis d'accord. Mais pour revenir du coup au Barça, donc ils font une bonne semaine, 2-0, ils se replacent bien. La semaine prochaine, ils jouent l'Asvel, donc ils ont une victoire supplémentaire. Déjà, on le sèche. À part sinon Mais de toute façon, je crois qu'ils sont sur 4 ou 5 victoires d'affilée. Hein. Ils sont sur... Je sais pas si tu peux regarder leur match, mais... 4 victoires. Ils sont sur 4 victoires d'affilée. 4 victoires d'affilée, donc ils sont plutôt bien. Sur les 7 derniers matchs, premier au defensive rating, 108. Premier au point encaissé, 77,6. Premier au pourcentage à 3 points autorisé, 29,5. Premier au nombre de passes D autorisé, 14,9. Et troisième au nombre de rebonds défensifs. Donc, c'est simple en fait. Ils se sont remis à défendre. Mais, Brad, ok, parce que là, je vois que tu veux m'attaquer. Non, pour ceux qui ont regardé, je t'écoute. Pour ceux qui ont regardé le Power Ranking, moi j'ai dit, le Barça,
avant qu'ils fassent ce run là de 4 victoires. Donc en plus, le Power Ranking, on l'a fait Il y a 2 semaines. il y a 2 semaines, donc ils avaient fait une victoire peut-être sur le dernier match. Depuis, ils ont gagné 3 matchs. Le Barça était 10e. Le Barça proposait un jeu catastrophique. Oui. Le Barça perdait des matchs à domicile contre des équipes qui ne devaient pas perdre. Je crois qu'ils avaient perdu Bologne ou je sais plus. Enfin bref, ils étaient dramatiques. Défensivement, ils n'y étaient pas. Offensivement, il y avait Kevin Punter qui prenait des pires tirs, etc. Ils ont ramené aucun nouveau joueur. Le coach, c'est comme j'avais dit, l'effectif est monstrueux. L'effectif est monstrueux. Il n'y a pas de secret sur ce truc-là. Et même quand tu regardes le Power Ranking, j'ai dit si avec un effectif pareil, aujourd'hui tu es 10e à 11 ou je sais plus, enfin non, je sais plus à combien ils étaient, c'est qu'il y a un problème. Et si tu ramènes pas de nouveaux joueurs, avec ce même coach, je vois pas qu'est-ce qui va changer. Mais du coup, oui. Il a su, et crédit à Peñarroya, il a su remettre son effectif. Alors je sais pas si aussi il y a eu des leaders de vestiaire, peut-être Jabari Parker, peut-être Thomas Satoransky, qui ont remis de l'intensité défensive et vraiment la défense au cœur du truc. Et quand ils défendent comme ça, c'est un effectif. On l'a dit, je l'ai dit dans le Power Ranking, c'est un effectif qui se doit de jouer le top 6, voire le top 4. Et dans la preview, je les avais mis juste en dessous du top 4 que j'avais prévu. Mais on était extrêmement déçus du Barça. Aujourd'hui, ils sont sur un gros run. On sait que l'Euroleague, c'est une histoire de run. On a vu avec Paris, ils sont capables de faire 4 défaites d'affilée. Maintenant, aujourd'hui, ils sont exceptionnels sur les 7 derniers matchs. Je l'ai dit défensivement. Très bien. Moi, le Barça, c'est une équipe que j'ai envie de voir briller. Il y a des joueurs que j'adore. J'adore Chimezie Metu, j'adore Dario Brizuela. J'adorais Kevin Punter au Partizan, je l'adore un peu moins à Barcelone. J'adore Yann Vezeli. C'est une équipe que j'aime bien. J'ai pas de haine contre le Barça. Non, je sais. On était déçus, même si toi, t'as prévu qu'ils allaient remonter. Oui. Moi, je voyais pas sur quoi ils allaient remonter. Parce que déjà, tu l'as très justement dit, tu as donné les statistiques, et en plus de ça, c'était une équipe qui était première à interception, donc qui défendait haut les lignes adverses. Oui, mais ils le faisaient plus. Et là, ils le faisaient plus, mais tu vois, je mettais en perspective pourquoi. Parce que oui, ils perdaient des matchs, mais hormis la défaite contre Bologne, tu l'as très justement dit. C'est contre Bologne qu'ils perdent du coup 86-81, le 20 décembre, je suis d'accord. Ils perdent contre Milan au mois de décembre, un Milan qui était plutôt en Cannes. Ils perdent contre le Real qui allait beaucoup mieux. Ils perdent contre le Bayern au Bayern. Ouais, ils sont désossés au Bayern. Ils sont désossés au Bayern, mais avec un Bayern qui était plutôt à droite. Mais sinon, après, ils perdent contre Paris qui était dans son run. Tu vois, donc ils n'ont pas perdu contre Berlin ou autre. Non, mais je suis d'accord. C'est ça que je voulais te dire. Mais quand tu regardes, déjà, ils ont perdu Bologne. Oui. Et quand tu regardes l'effectif Oui. du Barça, Oui. si tu regardes, tu fais la preview, Oui. indépendamment des formes de chaque équipe, etc. Oui. Ils doivent pas perdre contre le Bayern. Oui, mais Ils doivent pas perdre. C'est pas comme ça qu'on fait de l'analyse. Tu le sais très bien. On en fait régulièrement. Tu peux pas dire au vu des effectifs qu'ils ont, ils doivent pas perdre contre telle personne ou telle personne. On le voit bien cette année, le Bayern, c'est très compliqué d'aller gagner. Ce que je veux dire, c'est que c'était par rapport aux attentes qu'on a. Là, ils perdent, pareil, ils perdent l'Étoile Rouge à domicile. Ils perdent pas à Belgrade. Oui. L'Étoile Rouge qui se remet bien, mais qui est pas non plus une équipe. Tu vas pas me dire qu'ils sont sur un run exceptionnel. Non, etc. je suis d'accord. Donc, ils ont eu quelques défaites Mais que j'ai trouvées. Et puis dans le contenu aussi. Ils sont à 74 points, tu vois. Ils n'arrivent pas à ça, je suis d'accord. Le contenu, ça, je suis d'accord. Ils encaissent beaucoup. Ouais. C'est plus sur le contenu, ouais. sur ça que j'étais déçu. Après, très bien. On sait que l'Euroleague, ça peut tourner. Aujourd'hui, on les encense. Dans 3 semaines, on peut les détruire. On va pas les détruire. Donc, je leur souhaite de pas les détruire parce que moi, pas. j'ai envie de voir le Barça en play-off. Partizan Barça en play-off, play-in. Regarde-moi qui ça va se la foutre. Partizan vont bien rentrer chez eux, je te le dis, moi. Je pense pas que les 2 équipes soient en play-in. Hein. On verra. C'est vrai que le Partizan va pas faire le play-in. Écoute, on verra. Parce qu'il y aura Milan. C'est bon pour le Barça. On peut parler Barça. de l'Olympiakos ou pas Connais pas cette équipe. C'est les premiers d'Euroleague. Qu'est-ce qu'ils ont fait cette semaine? Ah, spoiler, je crois qu'ils ont gagné des matchs. Ils ont tapé le Real. Un Real qui va mieux, donc ils ont tapé le Real. Ouais. Et ils ont failli se faire attraper à Baskonia. J'étais déjà prêt à les insulter. Ils gagnent d'1 point face à Baskonia. Il n'y a pas eu de match contre le Real. Baskonia fait un excellent match. Hein. Oui, il n'y a pas eu de match contre le Real, même si à la fin le score est un peu trompe-l'œil. Je sais pas toi ce que tu en as pensé, mais pour moi il n'y a pas eu de match. Franchement, ils les ont. Le Real commence très bien. Ouais, après, L'Olympiakos revient et après, par l'intermédiaire de Evan Medi-Fournier. Et ensuite, Evan Medi-Fournier a dit Poto, arrêtez de me comparer à J.D. Osman. Parce que tu vois, au début ça se disait ouais, 2 recrues NBA dans les 2 clubs grecs, nanana. Vas-y, Evan, il faisait sa petite saison tranquillement à 15 points. J.D. Osman, il a commencé à être un peu mieux. Il a dit Poto, moi je suis pas dans les 16 points. Je suis dans les 25, les 27. Je prends des tirs.
Voilà, c'est les Evan Fournier qu'on aime. Ah, non, mais il avait coché la case. Il avait coché la Mon case. gars. Il avait vraiment coché la case. Et franchement, à 2 points, il se trouve contre Baskonia. Il fait 1-11, il rate énormément. Il envoie parce qu'il cherchait beaucoup de fautes. Au lieu d'aller chercher vraiment des vrais tirs, il jetait des flotteurs en cherchant la faute. Mais à 3 points, contre Baskonia, il ne rate rien. Il met des filoches, la balle ne touche rien, des belles ficelles. Il a fait une botte nette. Non. Et puis les tirs qu'il a mis sur le deuxième match de la semaine contre le Real, il les a dégoûtés. Ah, mais de toute façon, il avait coché la case. Mais même contre Baskonia, tu sais, ce que j'ai aimé aussi contre Baskonia, c'est que il est fort. Mais tu sais, on a un match. Parce que contre le Real, il n'y a pas de match. Et alors, il les a dégoûtés. Hein. Ouais, mais quand le Real essaye de revenir, il est qui est-ce qui les assaille? C'est lui. Il est tue. Mais contre Baskonia, tu vois, il y a un match, il y a un mano à mano, il y a Chelsea qui fait un super match. Super semaine. Il fait une super semaine. Ça fait du bien de le retrouver comme ça parce que même on se l'était dit la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, on le voit un peu moins. Après, il était blessé ou autre. 25 points contre l'Olympiakos, il joue 37 minutes. Dont 17 dans le 3e quart-temps. Ouais, bah, il fait un 3e quart-temps. Un run là, il rate rien. C'était franchement, et ça fait kiffer. Une bassine le cercle, et ça fait plaisir. Et je suis d'accord, franchement, la semaine d'Evan, elle est incroyable. Ils vont en prolongation, du coup, l'Olympiakos. Et en prolongation, bon, bah, il n'y a pas. Voilà, parce qu'on a été digne, mais la prolongation, il la domine parce qu'Evan Fournier, parce qu'aussi Nigel Williams-Goss. Non, mais de toute façon, il y a de la qualité dans cet effectif. Ah oui, de toute façon. Parce que sur le match contre le Real, le match de Luca Vildosa aussi, on a retrouvé le Vildosa de l'Étoile Rouge. Hein. Très pas sous les pics. Très boum, boum, filoche. Sacré pour les autres, il a défendu fort sur Campazzo. Juste une petite parenthèse sur Baskonia en rapide, parce qu'on n'en a pas parlé depuis qu'il est arrivé. Qu'est-ce que tu penses de Luka Samanic ? Qu'il apporte, en fait, je trouve qu'il apporte bien dans cette équipe. Je trouve qu'il est bien rentré dans le rôle. Après, j'ai un peu du mal avec Baskonia cette saison. C'est parce que je trouve que lui, il apporte quelque chose d'assez intéressant. Mais je trouve que Baskonia ne propose rien à l'opposé. Donc, j'aimerais le voir dans un, comment dire, soit dans cet effectif-là, soit dans un autre, mais quelque chose qui soit cohérent. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, mais je suis d'accord. Moi, j'aime beaucoup. C'est un beau joueur. 4. Un beau joueur à avoir joué qui est capable de tirer. Ça ferait pas de mal. Non, mais il est très, 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 très fort offensivement. J'aime beaucoup ce qu'on voit. J'aime beaucoup. Il n'y a pas de cohérence en fait dans le jeu de Baskonia. Du coup, tu vois pas assez. Mais tu vois, par exemple, il fait quand même 17 points malgré ce manque de cohérence. Il est capable d'écarter le jeu. Mais je suis d'accord. Il a un très bon footwork. Franchement. Non mais depuis qu'il a signé, dès que je l'ai vu jouer la première fois, je dis j'aime beaucoup. Et on n'en a pas parlé parce qu'on parle jamais de Baskonia. Donc là, vu qu'ils ont joué l'Olympiakos, on en parle rapide. Je voulais juste dire que voilà, Luka Samanic, il restera pas à Baskonia, je pense, l'année prochaine. Mais de toute façon, en fait, il est signé par le Fener, je crois. Il est prêté. Il est en prêt ? Ouais, je crois. Donc bon, bref. Après, je vois pas qu'est-ce qu'il y a à foutre au Fener sur le poste 4, il y a quand même du monde. Quoi. En plus, on a dit il faut de la cohérence. Donc voilà, donc bravo à l'Olympiakos, bravo à Evan Fournier, Sacha Vezenkov qui était un peu en retrait, il n'y avait pas besoin. Pas besoin de tout ça. L'Olympiakos, seul premier d'Euroleague, à 16-6, avec le Fener qui est à 14-7 avec un match en retard. Paris Basket à 13-8, donc voilà, ils sont en cruise. On sait que être premier d'Euroleague, ça ne veut pas forcément dire que tu vas gagner le titre. Donc mollo Evan. Mais bref, on parlera d'Evan un peu plus tard, je pense. Non, on va pas en parler, non. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres équipes sur le Daily Review dont tu voulais parler ? Non, ça m'intéresse pas. Je vais quand même faire juste un shout-out au Real qui va mieux, qui va beaucoup mieux. Et je vais pas encenser le coach parce que j'ai pas envie, mais qui va beaucoup mieux y perdre contre l'Olympiakos, mais contre le Maccabi, ils prennent cette victoire. Donc voilà, c'est juste pour dire bravo au Real, ça va un peu mieux. Le Fener qui gagne les 2 matchs aussi et qui reste toujours deuxième d'Euroleague, mine de rien, malgré que dans le contenu. Donc il y a la signature d'Eric McCollum qui a été pas mal. Il y a le retour d'Arthur Zagars qui a fait du bien également. Donc c'est mieux quand il y a des meneurs sur le terrain, même si Eric McCollum, Oui, Eric McCollum, c'est plus un scoreur. Mais Zagars, il a fait vraiment du bien. Guduric, toujours dans la continuité. Après, quand Nigel Davis joue au basket aussi. C'est ça, on en reparlera aussi peut-être plus tard. Je te dis, dans le 5 de la semaine, gros, j'ai galéré parce qu'il y a vraiment beaucoup de joueurs qui ont performé cette semaine. Donc voilà. Un mot sur le Pana ? 0. Non, en fait, oui, mais pas tout de suite. Ok, je vois ce que tu veux dire. Mais pas tout de suite. Très bien. On est bon sur le Daily Review ? On est bon sur le Daily Review ? Ah non, on n'a pas parlé de Berlin. Justement, on est bon sur le Daily Review. Ok, on est bon sur le Daily Review. On passe sur le top 5, poste 3 d'Euroleague. C'est l'heure. C'est l'heure, c'est parti pour le top 5. When I get a cut, I think I'm top 5. Ton top 5, poste Commence 3. pas à vouloir regarder. Apparemment, tu m'as dit
Quoi? Genre, Ouais, je sais pas, je suis pas sûr. Alors déjà, on est tous les deux d'accord pour dire que le poste 5, le poste 3, pardon, c'est le poste le plus nul. le plus faible d'Euroleague, parce que poste 4, on a trouvé direct des forts joueurs, Ouais. on avait des mentions. Poste 5, pareil. Pareil. Poste 2, j'ai déjà en tête. Poste 1, pareil. Alors là, sur le poste 3, on a dû aller chercher les recoins de Vraiment. trucs. Donc, écoute, je sais même pas si j'ai une mention pour le poste 3. Je réfléchis en J'en vite ai fait. une. Moi, j'en ai qu'une seule. C'est qui ta mention C'est sur le poste 3? Guduric. Ouais, mais pour moi, c'est pas un 3, c'est un 2, quoi. C'est juste qu'il joue à 3 petits, c'est comme dire Jordan Lloyd, c'est un 3, c'est même il joue même presque meneur quand il y avait beaucoup d'absents. Ouais, mais voilà. Donc, je l'ai pas mis. Mais c'est pour ça que sur je l'ai le- mis, sur c'est le pour ça que je poste l'ai mis en 3. mention. Voilà, après, sinon, j'ai Sinon, 5 mecs. Non, j'en ai pas d'autres. Non, Ça sert à sinon, rien. Et pour le coup, d'habitude, j'ai toujours des noms qui me viennent très rapidement en tête. Là, j'étais faire effectif par effectif parce que j'en ai 2 qui me sont venus en tête. Franchement, il y en a un, Alex, tu peux mettre en mention. Et là, et puis il joue aussi 4, j'allais dire Mba Ndiaye, mais. Et non, même pas. même pas. Je t'ai dit, après, je dis faire effectif par effectif parce que Shimon vraiment, Moneke, c'est un c'est 4. un 4 et tout. Voilà, je suis d'accord. Ouais, Mais donc, là, en tout non, cas, pour voilà. définir, poste 3, Gabriel voilà. Procida, si tu veux, pour te faire plaisir. Même pas. Ah si, j'ai une mention, Levi Randolph. Ah, moi, je Il mets est pas ça. dans mon 5, mais vas-y. Tu l'as pas dans ton 5? Non, mon gars, vas-y. T'as pas Levi Randolph dans ton 5? Non, j'ai pas Levi Randolph Non, dans je mon mens. 5. Moi non plus, je l'ai pas, mais c'est parce Ok. que je l'ai sur le poste 2 en fait. Parce que des fois, il joue 3, des fois, il joue 2. Ouais. Donc c'est juste pour ça. Bon, ok. Mais tu mets dans le 3, ça me dérange pas. Ok. Mais je l'ai en mention sur les postes 2. Bah du coup, à mon avis, on a les mêmes top Pas 5. sûr. Mais du coup, t'as qui en 5 toi? En numéro 5, Je commence à- Attends, laisse-moi chercher un couteau. Donc je te plante ici là. Donc t'as qui toi? j'ai Will Clyburn. Je l'ai, mais je l'ai un peu plus haut. Ok. J'ai Bon. Will Clyburn. J'ai Alpha. J'ai tenu compte aussi des résultats collectifs. Ah, ok. D'accord, ok, je comprends. Mais je l'ai un peu plus haut. Je l'ai en 4, Ok. du coup. Donc Clyburn, on l'a dit, Bologne va mieux. Oui. Bologne prend des matchs. Bon, ils sont quand même très très loin. Je pense que là, ils pourront pas rattraper leur retard. Mais Bologne prend des matchs, ça joue mieux. Alors Clyburn est absent pour là, 2 mois, donc bon, sa saison est finie. foutue. Mais statistiquement, sur la saison, on l'a dit la semaine dernière, il a des statistiques plus que correctes. Il a 13 points de moyenne, C'est ça. à peu près à 15 déval. Il s'est réveillé, il a très mal commencé la saison. Donc on peut lui imputer aussi la mauvaise saison de Baskonia, surtout que c'était une recrue dont on Bologne. attendait beaucoup, de Bologne. Maintenant, sur le poste 3, c'est tellement vide que bon, par ses stats et par sa qualité de joueur, je l'ai mis 5ème. D'accord, C'est qui ton 5ème du coup 13,8, 4,6 rebonds, 2,4 passes. Avec des pourcentages corrects, je Des, crois. des pourcentages 52 à 2 points, 34 à 3 Ouais, points, voilà. 81% de lancer franc, donc voilà. Honnête. Honnête. J'ai dit qui? En 5. Je vais te dire ça tout de suite, j'ai oublié. J'ai Alpha Diallo. Ok. J'ai Alpha Diallo qui a été blessé mais qui revient. J'ai un joueur que j'aime beaucoup. Mhm. Je le dis très souvent, je trouve qu'offensivement et défensivement, ce qu'il apporte, c'est assez impressionnant. Après, il faut pas non plus pousser. Il fait partie pour moi des meilleurs postes 3 d'Euroleague, mais on peut pas le mettre plus haut. En tout cas, je sais pas si toi tu l'as. Moi, je l'ai, mais je l'ai un peu plus haut que 5ème. D'accord. Bon, après, voilà, je pense qu'on doit avoir les mêmes joueurs, mais peut-être pas dans le même ordre. Bah oui, de toute façon, Donc, il y en a pas beaucoup, hein, des postes 3 qui méritent d'être là, cités, mais C'est clair. voilà, les stats d'Alpha Diallo sur la saison, 11,6 points, 4,4 rebonds, 1,8 passes, 1,4 interceptions, 13,9 déval, 62% à 2 points, 46% à 3 points, donc il a des excellents pourcentages. Et on sait que, je pense, de la liste, c'est le meilleur défenseur. Oui. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai mis 4ème. Non, je l'ai pas mis 4ème, je l'ai mis un peu plus haut d'ailleurs. Parce que il apporte offensivement, mais il apporte aussi Je défensivement. suis d'accord. Et notamment depuis que Spanulis était arrivé, il avait fait plusieurs sorties. Le premier match contre le Pana, il avait fait 24, ensuite 21 avec, contre l'Olympiakos. Après, il était un petit peu plus en dedans et il s'était blessé. Mais il a fait Berlin et après, il a été blessé. Donc il a raté 7 matchs. Donc voilà. Ton numéro 4, tu m'as dit, c'est Clyburn. c'est Clyburn. Ouais. Ok. Et moi, mon numéro 4, c'est Sheven Shields. Parce que il a été aussi un peu blessé. Milan fait une bonne saison. Individuellement, voilà, c'est un joueur qui est hyper fort en 1 contre 1, capable d'avoir de l'adresse extérieure. On l'a vu sur certains matchs, il plante, mais en plus de très loin. Notamment sur le dernier match contre le Partizan, c'est lui qui lance le match. Il a 11,1 points, 3,1 rebonds, 2,9 passes, 11,8 déval. Donc même statistiquement, tu vois, il est en dessous d'Alpha Diallo, sans compter l'impact défensif. Il est en dessous en termes de classement aussi, Alpha Diallo. Il est à 50% à 2 points, 40% à 3 points, donc
moins bon pourcentage aussi. Donc pour moi, il n'y a aucun monde où je le mets devant Alpha Diallo. Il est 4ème pour moi. Et voilà. Donc ton 4ème, tu m'as dit, c'est qui? Clyburn. Clyburn. Et ton 3ème? Sterling Brown. Ok. Moi, j'ai Alpha Diallo en 3ème. Ok. Ok. J'ai Alpha Diallo en 3ème. Mais Sterling Brown, Tu l'as dans ton classement? on peut en parler, bien sûr. Ah. C'est mon 2ème. D'accord. Sterling Brown, il fait une saison, Ah, mon mais gars. c'est incroyable. Il fait une saison incroyable. C'est le leader offensif et le plus régulier du Partizan. Oui. On va donner ses statistiques peux à ce donner. cher monsieur Sterling Brown. 12,7 points, 2,9 rebonds, 1,9 passes, 0,8 interception. Excellent défenseur aussi. 12,3 de déval. 60% à 2 points, 46,5% à 3 points, 92% au lancer. Sachant que il a commencé la saison plutôt tranquillement parce que le Partizan avait du mal à trouver son rythme, etc. Oui. Je vais essayer de te trouver ses stats sur je sais pas, les 5-6 derniers matchs. En tout cas, en attendant que tu trouves ces statistiques, Sterling Brown, moi, c'est un des joueurs qui m'est venu le premier en tête quand j'ai commencé à faire cette liste-là, avant d'aller regarder les statistiques, de pousser un petit peu ça, parce que oui, tu l'as très justement dit, Partizan a commencé timidement, ils ont eu des difficultés, lui aussi il a commencé un peu plus timidement, mais c'est un mec qui est toujours régulier, et tu sais, moi, il me fait un peu un effet, quand il tire, j'ai l'impression que ça va toujours rentrer. Ouais. Il est toujours bien dans ses appuis. Exactement, dans ses appuis, la balle elle part bien, la balle elle tourne, je me dis purée, ça va être dedans, et donc voilà, c'est un joueur que j'aime beaucoup, et il est bien impliqué dans le collectif, défensivement également, donc non, Sterling Brown. Sur les 10 derniers matchs, 17 points, 3 rebonds, 2 passes, 67% à 2 points, 52% à 3 points, 95% au lancer, un excellent offensive rating 136, un bon defensive rating à 110, donc il est exceptionnel, il est exceptionnel. Franchement, s'il n'y avait pas un numéro 1 clair pour moi, il est numéro 2, toi il est numéro 3, c'est un Oui. Donc c'est qui ton numéro 2? Il y a un joueur qui joue au Barça, Jabari Parker. C'est un 4, je l'ai pas mis dans mon truc. Ah, c'est pour ça que tu l'as mis? Ouais. Ça dépend. Bah, il joue 4, hein. C'est Abrines qui joue 3. Ouais, mais des fois il switch, ça dépend en fait. Bah, il joue c'est toujours pareil, c'est comme Oui. Miles Davis, c'est comme Mirotic, des fois il joue 3-4, mais il commence en poste 4, il est en rotation avec Chimedze Metu. Pour moi, sur le poste 3, c'est pas lui. Pour le poste 3 du Barça, c'est Justin Anderson et Alex Abrines. Bah, après, ça dépend Et parfois Joël Parra. Ouais, mais tu vois, ça dépend des oppositions qu'ils ont, parce que des fois ils jouent 4, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je l'ai vu jouer plein de fois à l'aile en poste 3. Après, il joue beaucoup à l'extérieur, Oui, c'est un stretch fort. C'est un stretch, Et oui. qui peut jouer des pics, qui peut jouer du 1 contre 1 avec ça. Donc, Même s'il joue pas beaucoup de pick and roll, il joue surtout du post-up et du face-up. Mais bon, mais c'est pour ça moi que je l'ai pas mis dedans. c'est pour ça que moi je l'ai dans mon poste 3, Jabari Parker, par rapport à sa saison. Donc je l'avais pas sur le poste 4 la semaine dernière. Parce Attends, que, c'est qui ton numéro 1 du coup? tu verras. Parce que, attends, redis-moi ton 5. Attends, je sais plus. J'ai Sterling Brown. Non, attends, non, pas dans l'ordre. J'ai Diallo en 5, Ouais. Clyburn en 4, Ok. Brown en 3, Ouais, Parker en 2. ok. Ok, Voilà. et ton numéro 1? Tu verras, t'as qui ton 2? En 2, j'ai Alpha Diallo, je t'ai dit. Ah, d'accord. Alpha Diallo en 2. Et t'as qui en 1, toi? Non, j'ai Sterling Brown en 2. Non, dis-moi ton 1, gros. Non, toi, dis-moi toi. On va Non, voir. parce que tu m'as dit. Parce que ça veut dire que t'as pas Sheven Shields dans ton. Non, je l'ai pas. D'accord, ok, bah l'ai on a le même numéro 1 alors. Indiscutable. Vas-y, dis-moi. Bah t'as Mario Ezonia. qui. Oui, bien sûr, j'ai Mario. Mario Ezonia. Logique, même si des fois il m'énerve un petit peu. Non, Y a pas débat. il n'y a pas de débat, Pas de parce que ça reste le meilleur poste 1 de Euroleague Ouais, au poste Real. 1, promis. Meilleur poste 3, pardon, de Euroleague, j'ai Mario Ezonia. En fait, c'est Shevon Shields que j'ai pas dans la liste. Ok. Et j'avais Guduric en mention juste ici. Donc oui, il n'y a pas de débat, il est à 14. Voilà, c'est ça, 14,6 points, 5,6 rebonds, 1,7 passes, presque 15 déval. Alors il a un très faible pourcentage à 3 points, oui. il est à 29%. Donc on sait qu'il est capable de faire mieux. Oui. Un bon pourcentage à 2 points. Mais voilà, c'est un joueur qui est hyper important pour le Real. Bien sûr. Et qui est hyper important dans le run du Real aussi. Et tu le sens en plus, tu le sens que souvent on le remarque bien, la pierre angulaire d'un Real qui fonctionne bien, c'est déjà Fakou. Parce que quand Fakou joue pas à son niveau, tu vois directement que le Real est en difficulté. Et que quand tu vois que Mario Zona est pas dedans et qu'il force des tirs, c'est plus compliqué. Je trouve que des fois il a presque plus d'importance que Walter Tavares dans le jeu. Alors après, c'est sur des aspects qui sont un peu différents. Parce que si Fakou va, généralement le poste 5 va. On va le traduire comme ça, généralement. Mais pour moi, il est l'une des pierres angulaires de ce Real, et encore plus avec le départ des joueurs qui sont... avec le départ des joueurs, notamment Gershon, Yabusele qui n'est plus là. Donc je suis d'accord, il m'est venu directement. Les deux qui sont venus, c'est Ezonia et Brown pour moi, qui sont venus tout de suite en tête. Ouais. Et après j'ai mis les autres.
Ok, eh ben écoute, Mario Zena, ouais, il a 3 points, il est cata, et surtout en ce moment il est cata aussi à 3 points. Sur les derniers matchs, ça, plus je regarde, plus c'est bas. Mais sinon, voilà, dans le scoring, quand même, il arrive à apporter, tu vois, même en tirant à 13% à 3 points sur cette semaine, il met quand même 21 points de moyenne sur la semaine. Donc, bon, surtout sur du post-up, il est capable de jouer en face-up, de driver, il est athlétique, il va jouer de la contre-attaque. Bon, voilà. Il met des contres aussi, il a mis un contre à. Je sais plus qui c'est un petit là. Mais il a mis une planchasse en contre-attaque là. Oh là là, sale. Ah, ok. Soit c'est contre Berlin, soit c'est contre. Ils ont pas joué Berlin, le Real. Contre le Maccabi, pardon. Oui, c'est Yokubaitis. Yokubaitis qui prend. Je crois, hein. Qui a d'ailleurs fait un bon match, donc feu Kozan. Très bien, Yokubaitis. Je crois que c'est Yokubaitis. Ok. Je sais plus, bref, en tout cas, il met une planchasse de l'espace. Bien salace. Mais voilà, tu peux pas m'insulter cette semaine parce qu'on a les mêmes, c'était logique. Ok. Et je trouve pas ça scandaleux. Après, je peux t'insulter quand même. Hein. Non, c'est bon, ça va aller. Ah, mais non, mais j'ai juste Shaman Shields que je n'avais pas, mais c'est pas scandaleux que tu l'aies mis. Je suis d'accord par rapport à la saison de Milan. Après, vas-y, c'est bon, on a déjà mis d'autres joueurs de Milan dans d'autres catégories. Merci, Shaman Shields. Ok, très bien. On va passer sur la rubrique équipe de France. Il y a des trucs à dire aujourd'hui, hein. Je sais pas combien va durer l'émission. Heureusement que j'ai réglé le problème de limitation de temps sur cet appareil photo. On passe tout de suite sur l'équipe de France. Cette semaine, il y a eu la liste de l'équipe de France de basket qui est sortie. Pour les fenêtres du coup de match, tu m'as dit que je crois que c'est Croatie et Bosnie. Et c'est ça. Qui sera en février. Oui. Je donne la liste. Andrew Albissi, Isaac Cordigné, Evan Fournier, Jalen Horde, Yohan Makoundou, Théo Malédon, Adam Mokoka, Amin Noah, Elio Kobo, Vincent Poirier, Nils Sako, Mathieu Strazel. Qu'est-ce que tu penses de cette liste ? Je la trouve cohérente. Il n'y a pas de scandale, je vais le dire comme ça. Par rapport à la liste qu'elle est, il n'y a pas de scandale pour moi. Après, on ira sur les débats. Il y a des choix que je n'aurais pas fait. Voilà, il y a des choix que j'aurais pris Sylvain. Mais il n'y a pas de scandale. Après, ça dépend du style de jeu que tu veux proposer, de ce que tu as déjà dans l'effectif. Donc, les choix qui ont pu être faits par le coach et le coaching staff, je les entends parfaitement. Où il y a par exemple, l'année dernière, sur les listes que Vincent Collet avait faites, où là, je trouvais qu'il y avait des scandales. Oui. Voilà. Là, surtout sur les présélections. Sur les présélections, oui. Sur les présélections, je disais là, il y a des scandales. Là, j'ai pas de scandale. Par contre, il y a des choses, moi, qui me dérange un petit peu. Après, je comprends la cohérence. Le fait d'avoir, j'ai pas la liste sous les yeux, je te dis, hein. Mais le fait d'avoir Cordigné, c'est tout à fait logique au vu de sa saison qu'il fait. T'as Evan, on va même pas en parler, donc logique. Théo Malédon, les gars, toutes les semaines on vous dit qu'il est dans le meilleur top d'Evan d'Euroleague, donc c'est logique qu'il a verrouillé le poste 1. Et par la suite, je suis très content de voir Jalen Horde. Logique, j'arrête pas de militer. J'ai dit dans l'oreillette que apparemment il n'est pas exclu de l'équipe de France. Mais non, pourquoi ? Non, la charte n'a pas été signée pour... Non, mais quand t'es en Israël, t'as le droit. Ah, c'est bon, ok, pardon. C'est tout. Eux, t'as le droit, c'est que quand t'es en Russie. Ok, d'accord. Quand t'es en Russie, t'es puni. Mais la charte n'a jamais existé. Du coup, Thomas Hurtel, il joue plus en Russie, c'est bon, là. Ouais, non, mais c'est un menteur, apparemment. La charte n'a jamais existé. Enfin, bref. Non, mais blague à part. Ah, ça me dit que c'est pas une blague. Jalen Horde, qui est en équipe de France, je suis très content. Au vu de sa saison avec le Maccabi, on l'a dit, on l'a répété chaque semaine sur le poste 4. En plus, il n'y a pas les NBAers, donc il n'y a pas Gershon. Même quand il y aura les NBAers, il y sera. À voir de ce que ça produit. Il n'y a personne derrière Gershon à part lui. Donc Mathieu, pareil, super année, c'est mérité l'année dernière. Il était déjà au JO. Merci Mathieu, parce que sinon on va pas en finale, hein, parce que le tir qu'il met contre le Japon, il faut pas l'oublier, le 3+1. Donc non, la liste pour moi je la trouve très cohérente. Mon seul regret, c'est pas de voir Sylvain dans cette liste-là. J'entendais il manquait du Nadir ou autre. Ça, on pourra débattre là-dessus. Ben, on va débattre, mais moi pour l'instant, mon manquement, il est sur Sylvain. Qu'est-ce que toi t'en penses ? Bah, vis-à-vis de Sylvain, je pense que tant qu'il y aura Evan dans l'équipe, il n'y aura pas Sylvain. Mais avant d'aller sur Sylvain, etc., toi, la liste, quand tu la vois comme ça, de façon brute, comment tu la prends Non, moi je trouve qu'elle est cohérente. Je trouve qu'il y a des joueurs... il y a ce qu'il faut à tous les postes. Voilà, de toute façon, on sait qu'on a un réservoir exceptionnel. On a des joueurs qui, pour moi, seront
même indiscutable pour la liste, et c'est rare d'avoir autant de joueurs dans une fenêtre qui vont être indiscutables aussi pour l'Euro. Je pense à Isaiah Cordinet, qui pour moi sera indiscutable, vu la saison qu'il fait sur son poste. Je pense à Evan Fournier, je pense à Théo Malédon. Je pense, comme je t'ai dit, à Jalen Horde, qui pour moi sera indiscutable sur le poste 4. Après, tu as d'autres joueurs qui vont se bagarrer pour l'Euro. Je pense à Elio Kobo, je pense à Mathieu Strazel, Nils Sako, on t'aime beaucoup, mais sur le poste 5, ça va être chaud. Donc voilà. Maintenant, pour rentrer sur le débat, bon, il y a 3 noms que je vois qui sortent un petit peu. Franck Ntilikina, on l'aime beaucoup. Il a fait des bonnes choses avec le Partizan, mais je pense que déjà, il est blessé en ce moment, donc il ne peut pas être dans la liste. Sinon, il y serait peut-être. Et il a été un peu irrégulier. Ça ne m'aurait pas dérangé de voir Franck. Je t'explique, à la place d'Andrew. Parce qu'Andrew, aujourd'hui, il est là parce que c'est le seul meneur avec un profil un peu défensif. T'as Théo Malédon. Enfin, non, t'as Mathieu Strazel, pardon. Mais voilà, lui, il est vraiment catalogué défenseur. Et puis, expérience qui va un peu leader les jeunes avec Evan Fournier. Donc, ils l'ont pris pour ça. J'aurais pu mettre, à partir du moment où Franck n'est pas disponible, je peux comprendre que tu prennes Albici, parce que sinon sur le poste de meneur, tu n'as que Mathieu qui peut vraiment défendre, et s'il y a un problème de faute, voilà, c'est compliqué, ou même sur certaines, si tu veux jouer à 2 petits, ce qu'il avait déjà fait, je crois, ce que Vincent Collet aussi faisait parfois. Donc voilà. En ce qui concerne les noms qui reviennent le plus, Sylvain. Donc comme je t'ai dit, pour moi, tant qu'Evan Fournier, Sylvain ne sera même pas en équipe de France. Pourquoi ? Peu importe ce qu'il fait, parce qu'avec l'altercation qu'il y a eu là, au championnat du monde, je pense qu'il y a une cassure qui a été faite. L'année dernière, Sylvain n'a même pas été présélectionné. C'était scandaleux. Oui, on a sorti l'histoire du gabarit, il faut arrêter de nous prendre pour des bisounours. On sait qu'il y a un truc en interne. Aujourd'hui, Sylvain... Ça sort d'où ça là, c'est des présuppositions ça. Non, moi je te le dis, d'après mes sources. Voilà. Ah, ok, d'accord. Et ensuite, donc Sylvain, il fait une très bonne saison avec Kaunas. Enfin, il fait une bonne saison avec Kaunas, parce que dans les pourcentages, il est quand même assez bas. C'est un joueur qui a énormément de déchets. C'est un joueur qui a plein de qualités en 1 contre 1, dans la création, pour lui ou pour les autres. C'est un joueur qu'on adore, enfin, on s'en cache pas. Maintenant, sur le poste 1, tu as des joueurs qui sont devant lui pour moi. Parce que tu ne peux pas le prendre sur un poste 2. Tu le prends sur un poste 1. Il n'est pas devant Théo Malédon. Je suis d'accord. Il n'est pas devant Mathieu Strazel. Ok. Pour moi. Ok. Et du coup, pour moi, tu as besoin de prendre un profil défensif. Donc soit Albici, soit Ntilikina, pour pouvoir défendre. Je suis pas d'accord. On voit que Sylvain, il se fait cibler défensivement en Euroleague. Donc, le fait que déjà, pour moi, avec Evan Fournier, il y a une bisbille, et en plus, dans l'équilibre que tu veux avoir, où Théo Malédon va être un mec qui va beaucoup porter la balle offensivement, que tu as Evan Fournier qui est aussi défensivement, même s'il s'y met, n'était pas la plus grande des garanties, je peux comprendre que tu prennes Albici pour ce rôle-là, même si Mathieu Strazel, pour moi, peut faire ce que Albici fait défensivement. Tu as très bien répondu. Voilà pourquoi je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que je pense que Mathieu Strazel a montré qu'il était capable de faire ce que Albici faisait, notamment en défense, et il peut le faire aussi en attaque parce qu'il a plus de tiers. Il est bien meilleur attaquant qu'Andrew Albici. Il a plus d'adresse. Alors après, il y a des cadres, ça fait partie des cadres de l'équipe de France. Ça, je ne fais rien lui retirer. Encore une fois, c'est quel est le rôle que tu veux donner à Sylvain. Voilà, c'est toujours la même chose. Parce qu'on l'a vu, hein, Elio Kobo sous Vincent Collet. On se dit, bah oui, mais quel est le rôle qu'il veut lui donner on ne comprenait pas. Pourtant, dès qu'il retourne à Monaco... Mais Sylvain, quel rôle il a avec Kaunas? Mais alors ça dépend. Il a un porteur de balle, première option offensive, clairement. Il y a le niveau qui est arrivé, mais même maintenant, porteur de balle, c'est lui qui a la première option offensive. Mais on sait très bien qu'en sélection, c'est pas la même chose, etc. Mais encore une fois, c'est quel est le projet que tu veux donner autour de ça. Donc il y a une réflexion à avoir sur ça. Aujourd'hui, Andrew Albici, on l'aime beaucoup, merci pour tout ce qu'il a fait. Je suis pas sûr qu'il sera à l'Euro cet été, mais au bout d'un moment, tu veux aussi commencer à faire une transition, une passation par rapport aux années à venir. Aujourd'hui, ne pas mettre Sylvain dans la liste, pour moi, c'est une erreur. Alors après, les bisous, moi, je suis au courant. Vu comment c'est en train de se passer, je pense que on se dirige vers une carrière un peu à la Causeur ou à la Rodrigo Boa, qui ont le niveau, mais qui ne sera pas en équipe de France parce que pour raisons politiques. Pour raisons politiques et pour raisons un peu... bidon de gabarit, etc. Non, mais c'est les gabarits, parce que... Non, mais voilà, ça c'est bidon. Mathieu Strazel, il n'est pas 10 fois plus grand que... Oui, mais Mathieu Strazel est un bien meilleur défenseur et un meilleur... même s'il n'est pas beaucoup plus grand,
il est quand même plus physique que comment ça s'appelle ? Oui, mais encore une fois. Malédon, je l'ai vu encore cette semaine, pas Malédon, n'importe quoi. Strazel, je l'ai vu cette semaine sur des switches. Poto, il passe devant. Tu vois, il se fait pas sanctionner sur du post-up, etc. Mais bien sûr, mais encore une fois, c'est toujours le rôle que tu veux donner à tes joueurs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas beaucoup plus grand Mathieu Strazel que Sylvain Francisco. Donc, et on t'a pas dit que tu dois jouer en même temps sur le terrain avec Mathieu et Sylvain. Oui, tu vois, tu peux très bien jouer. Non, mais je peux entendre que tu veuilles mettre Sylvain à la place d'Andrew. C'est ça en fait, moi. Mais ma vu que tu as problématique. pas mal d'options offensives quand même sur les postes intérieurs, parce que Amin Noah, c'est un fort attaquant. Jalen Horde, on sait qu'il peut scorer. T'as Eli Okobo aussi sur le poste 2. T'as Evan Fournier. T'as Isaac Cordinet qui lui peut un peu être des deux côtés du terrain. Oui. Donc t'as ce qu'il faut offensivement. Mais oui, non, mais d'accord. Mais Sylvain, si tu le prends, c'est pour l'attaque. Tu vois ce que je veux dire ? Donc dans la construction d'une équipe, je dis pas que Sylvain ne mérite pas d'y être. C'est pas ça. C'est juste que je peux entendre, genre ça m'a moins choqué de pas voir Sylvain là que de ne pas le voir en présélection pour les JO. Oui. Où là, c'était vraiment scandaleux. Oui. Tu vois, Mais on peut noter que Nolan Traoré, par exemple, n'a pas été pris non plus. Mais alors oui, que mais c'est un projet. Non, voilà. mais c'est normal, il est beaucoup plus jeune, il a rien. Il est plus jeune et il est moins bon que les postes 1 qu'il a. Exactement, il est beaucoup plus jeune, il est moins bon, donc tout ça, je suis d'accord, mais il a fait, en plus Sylvain, il a fait les fenêtres, il a déjà été en équipe de France, il a déjà montré de quoi il était capable. Des fois, on l'a mis dans des rôles plus qu'ingrats. Il a joué à la dernière, c'est la Coupe du Monde. Coupe du Monde 2023, où on l'a envoyé au feu. Sur certains sujets à cause du coaching, de ce qui était mis en place et des joueurs qui étaient sur le terrain. Aujourd'hui, c'est pas pour critiquer ou dénigrer ce que Andrew Albici fait, c'est pas ça. Ça reste un cas de cette équipe de France-là, mais je pense que sur des présélections, sur des fenêtres internationales de ce type-là, t'as le droit de mettre Sylvain. Tu vois, je fais le parallèle avec Nadir Hiffi. Souvent, j'entendais, ouais, Nadir Hiffi, il y est pas, etc. Aujourd'hui, Nadir Hiffi, sur un poste 2, il est pas plus fort que Evan Fournier. On va parler de Nadir Hiffi aussi. Tu peux parler de Nadir Hiffi. Il est pas plus fort qu'Evan Fournier, il est pas meilleur que ce que fait pour moi, il peut Cordinet. pas être devant Cordinet, il peut pas être devant Okobo, il peut pas être devant Fournier. C'est exactement ce que j'allais dire, il peut pas être devant Okobo non plus. Et encore une fois, t'as du coup 3 joueurs qui offensivement peuvent t'apporter et un avec Isaac Cordinet qui défensivement aussi va apporter. Tu prends Adam Mokoka qui fait une très bonne saison d'Eurocup et qui défensivement aussi peut t'apporter. Donc encore une fois, c'est dans l'équilibre. Je suis d'accord. Tu vois, je trouve que cette équipe est équilibrée. Oui, c'est pas les meilleurs joueurs, forcément. Mais cette équipe est équilibrée. Mais du coup. Faut regarder les matchs de Kaunas. Non, franchement, Sylvain qui ne soit pas, c'est pas un scandale. Je suis d'accord. C'est pas un scandale. Mais je l'ai dit, c'est pas un scandale. C'est un choix que je peux comprendre. Mais c'est un choix qu'on peut entendre, mais j'ai du mal avec. Tous les autres, je l'entends. Celui-là, j'ai vraiment du mal avec. Disons que si j'avais eu Sylvain à la place d'Andrew, l'équipe n'aurait pas été complètement déséquilibrée. Bah oui. Mais quoi ? Mais pour moi, c'est pas scandaleux. Je peux comprendre qu'est-ce qui se dit Freddy Fautou quand il le prend pas et que je vois les 12. Je peux comprendre, je me dis ok, je veux un autre défenseur sur le poste 1, ce que n'est pas Sylvain. Et encore une fois, il y a les histoires avec Evan Fournier. Voilà. Sinon, sur les postes intérieurs, voilà, c'est bon. T'as Vincent Poirier et Nil Sako mérités sur le poste 5. Yohan Makoundou aussi sur le poste 4 avec Amin Noah, qui sont des joueurs à des profils un peu différents. Amin Noah qui est vraiment un stretch fort, qui va apporter de l'adresse, qui est vaillant au rebond. Makoundou, un super athlète qui va t'apporter de la course. Alors il y a Jalen Horde évidemment qui à mon avis sera le titulaire sur ce poste-là. Non, l'équipe est sérieuse, Je pense que bon, voilà, faut faire de zéro. J'ai hâte de les voir jouer contre la Croatie, contre la Bosnie. Du coup on va retrouver John Moussa normalement. Ouais. Sur les fenêtres et Mario Zonia du coup. Oui. Donc ça va être intéressant de voir ce que ça va donner. Très bien. On passe sur les tops et les flops. C'est parti pour les tops et les flops. Alors mon petit pote, quels sont tes tops, quels sont tes flops? Alors, en top, rapide, parce que là, l'émission commence à être longue. On avait prévu de faire 45 minutes. On est à au moins 2h15 d'émission. En rapide, du coup, j'ai Barcelone en top. J'ai dit encore une très bonne semaine. Faut pas les enterrer trop vite. Ils ont fait une grosse semaine. Le Pana et les Fesses. Donc, deux bonnes victoires, notamment le Pana. Ils se replacent bien. Ils ont toujours pas récupéré la Provitola. Mais je trouve que l'effectif, comme on l'a très justement dit, il est assez complet, il est assez profond. Donc, ça fait du bien. La semaine prochaine, ils jouent l'Asvel, encore une fois. Donc, à voir ce que ça va donner. Je pense que ça va être une victoire. Peut-être pas facile, mais ça sera une victoire, je pense. Et donc voilà, je voulais les mettre en top parce que franchement, moi, ils me font plaisir. Ok. Moi, j'ai 3 tops. Vas-y. J'ai Chelsea. On l'a dit, sur la semaine, il fait 22,5 points, 62% à 2 points, 53% à 3 points, 23,5 d'évaluation. Je ne l'ai pas mis dans mon 5 de la semaine parce qu'il y a d'autres joueurs qui sont très très forts. Mais voilà, il fait une super semaine. C'est le Chelsea qu'on avait entrevu sur le début de saison,
qui a été un peu freiné par les blessures. Et Baskonia fait un très bon match contre l'Olympiakos et Balpana. Et il est le premier artisan, c'est le premier artisan de cette bonne semaine. Donc bravo à Timothée, qui a été pas mal blessé, mais qu'on pourrait potentiellement, s'il fait une deuxième partie de saison de ce calibre-là, pourrait venir toquer à la porte de l'équipe de France. J'ai TJ Short. En fait, là, c'est les mecs, les mentions que j'ai pas pu mettre dans le 5 de la semaine parce qu'il est fort. Moi, il n'est pas dans mon 5. Mais bon, il fait quand même 14 et 11 de moyenne sur la semaine. 23 d'éval. Sérieux. Il est un peu bas au scoring pour moi pour être dans le top. Mais voilà, Paris s'est remis en route. Il a été très bon, mais c'était pas le seul. On a vu, lui, il a toujours été très bon. Et c'est que quand Yann Tounen et les soldats et tout ont été bons que Paris peut gagner. Tac. Et mon troisième top, c'est Evan Fournier. Parce que voilà, il fait aussi une grosse semaine. Je ne l'ai pas dans mon 5. Alors, contre Baskonia, il s'est troué à 2 points. Mais bon, il fait 25 points sur la semaine de moyenne. Notamment contre le Real, il a fait un match de fou furieux. Et puis, il a quand même eu de l'adresse. Il fait 25 points de moyenne sur la semaine. Il met 28 contre le Real. Donc, ça veut dire qu'il met 22 contre... C'est 22 et 28. Voilà, contre Baskonia. Donc, très très bonne semaine. Jusqu'en termes de pourcentage à 2 points. Et aussi en termes d'éval. Par rapport à ce que j'ai mis dans mon 5, je ne l'ai pas mis, voilà. T'as un flop peut-être? J'en ai 2. Premier, c'est le Pana. Ouais. Déjà, à quoi vous jouez? À quoi vous jouez déjà, parce que... Voilà, ils sont repartis dans... Vraiment. Allez, si on se branlait un peu la nouille. Etc. Défaite contre Baskonia. Est-ce que vous voulez qu'on vous bip? Parce que je vais pas le dire. Je peux le dire. Mais vous avez compris l'idée. Est-ce que vous voulez qu'on vous caille comme bébé? C'est un peu ça l'idée. Donc non, franchement, là, ils ont abusé. Ils ont fait 0-2. Autant que tu perdes face à je vais dire Barcelone, pas du tout. Autant que tu perdes face à... Je sais plus, ils ont perdu qui le premier match? C'est contre Barça, c'est ça. Autant que tu perds face à Barcelone, je peux l'entendre. Autant que tu perds. Pareil, ils se sont cassés le cul. Mais autant que tu perds face à Baskonia, il faut arrêter. Kendrick Nunn, il a fait une sale semaine. Ils ont tous été quasiment très mauvais. Quand même, Charlotte à mon gars Juancho Hernan Gomez. Et Chedi Osman qui est bon aussi. Et Chedi Osman qui est bon en ce moment, je suis tout à fait d'accord. Par contre, en deuxième lieu, mon flop, et je t'en ai parlé, c'est les arbitres. Les arbitres, au bout d'un moment, à quoi vous jouez? À quoi vous jouez les arbitres? Parce qu'on va commencer à nous saouler. Les passages en force là qui n'existent pas, où l'attaquant il va, après le défenseur il se met devant, boum, ça siffle des passages en force, ça y est, on est fatigué, il faut arrêter. Mais on fera... Bon, Donc, que voilà, mais il n'y a pas que ça, c'est les coups de sifflet inutiles, les Kerry, tout ça, c'est bon au bout d'un moment. Les arbitres, on vous baise. Oui, Kerry James. Avec les déceptions et les dépressions. Exactement. Non mais on fera un... On a prévu voilà, ça aussi. On fera une rubrique sur quelles règles on changerait pour améliorer l'Euroleague. Donc on parlera de ça. T'as quoi comme flop toi? Moi j'avais le Pana aussi. Non, j'ai pas vraiment de flop parce que franchement on a déjà fait. J'ai fini les matchs hier à 1h du matin. J'ai dû faire les trucs d'équipe de France, les 5 ça j'étais fatigué, j'ai dormi 5 heures. On n'a pas dû raconter ta vie. Ok, avant de passer sur le 5 de la semaine. Ah non, juste en rapide. Début de PJ2R aussi, on a oublié d'en parler avec les fesses. Qui est revenu. Qui a été bon, j'ai trouvé. Intéressant pour les fesses, ça va apporter un truc en plus. Dennis Smith Jr. qui signe au Real Madrid. Je sais pas qu'est-ce qu'il va foutre là. Pour moi, c'était pas un profil dont ils avaient besoin. On verra, à voir. En tout cas, ça risque d'être spectaculaire, ça c'est sûr. Parce que c'est vraiment un athlète de fou furieux. Le Real est déjà venu à Paris, donc dommage, on ne pourra pas le voir. Voilà, un peu, c'était juste pour le petit point recrutement. On voit le 5 sur le 5 de la semaine. Exactement, c'est ça que je veux entendre. Ok. Dernière séquence. Le 5 de la semaine. Je t'écoute. C'est quoi ton 5? C'est quoi ton 5 sur postant, t'as qui? Carlik Jones. Ok. 25 d'éval, 15 points, 9 passes sur la semaine, 2 victoires. Exceptionnel, on l'a dit, il a fait 37 d'éval face à Milan. Après, exceptionnel. Poste 2. Poste 2, j'ai Sterling Brown. Ok. Exceptionnel sur la semaine. 21 points à 63% à 2 points, 80% à 3 points, 26 d'éval sur la semaine. Qu'est-ce que tu veux dire? Monstrueux. Poste 3. Poto, j'ai les 3. Poste 3. Poste 3, j'ai Nigel S. Davis. 24 points de moyenne sur la semaine, 25,5 d'évaluation. Le Fener qui gagne les 2 matchs. Que dire? Poste 4. Poste 4, Philippe Petrousev. 20 points de moyenne, 5 rebonds, 24,5 d'évaluation, exceptionnel, indéfendable face à Monaco. Ils perdent le premier match, je crois, mais voilà, il était exceptionnel. Poste 5, Tyreek Jones. Oui, j'ai 3 joueurs du Partizan. 3 joueurs du Partizan, mon pote, ça y est. Sur la semaine, ils ont trop performé. Ça y est. Tyreek Jones,
30 dévals de moyenne sur la semaine. 30 dévals de moyenne sur la semaine. C'est nul. Ok, c'est nul. Moi, je l'ai pas dans mon 5. 22 points de moyenne à 18 sur 19 au tir. Je l'ai pas dans mon 5. Ok, mec, c'est quoi ton 5 de la semaine? Alors, Gabriel Procida, poste Ok. 1. Non, blague à part. TJ Short sur mon poste 1. Ok. Parce que Paris fait 2-0 et il faut récompenser la victoire. C'est la seule stat qui compte, bien Ok, entendu. mec. Evan Fournier sur le poste 2. Faut pas être bête. Il a détruit et le Real et Baskonia. Donc merci, soyez pas bêtes. Nigel S. Davis sur le poste 3. Ouais. On va donner ses statistiques. Et sur le poste 4 et 5, là on peut mettre 2 mecs du Partizan. Enfin, sur le poste 4 et 5, en soi, Ouais. on s'en fiche, mais Sterling Brown et Ok. Tyreek Jones. C'est juste que j'ai pas Carrick T'as pas mis Jones. Carrick Jones. J'ai pas Carrick Jones. Ok, C'est juste avec ça. TJ Short, ça se tape. Voilà, Parce que TJ Short, il est à 14 et 11. exactement. Et Carlick Jones, il est à 15 et 9. Mais Voilà. il a des meilleurs pourcentages, donc en termes d'éval, il est un peu ça. plus haut. C'est Mais ça. ok, ça peut s'entendre. Voilà. Mais gros, non, la semaine du Partizan, Ah, elle est là, incroyable. c'était trop. Je suis d'accord qu'il y ait Statistiquement, deux mecs- Tu pouvais pas ne pas les mettre. T'en mets 3, je me dis bon, c'est pas scandaleux parce qu'ils ont été exceptionnels. Ah, vraiment. Bien entendu qu'ils sont dans mon 5. Tyreek Jones, sa semaine, vraiment, c'est quelque chose. Hein. Ah, ouais. La semaine, c'est quelque chose. Bon, C'était une bonne franchement, émission. Bonne émission. Je sais pas combien de temps ça a duré. 1000 heures, mais c'est pas grave. Comme d'habitude, vous connaissez. En vrai, ça a pas duré tant que ça. On a Non, commencé ça- à 10h30, ça devait faire 1h20. 1h25. Exactement. Faut s'abonner. Abonnez-vous, Mettez un abonnez-vous. commentaire. QLS maintenant, ça s'appelle QLS Podcast. Donc, Exactement. vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Abonnez-vous sur Instagram, QLS Pod, sur TikTok, QLS Pod. N'hésitez pas à nous donner vos 5, vos tops, vos flops. Est-ce que vous aurez mis Nadir Rifi? Est-ce que vous aurez mis Sylvain Francisco? Est-ce que vous aurez mis Thomas Hurtel maintenant qu'il est de retour en Europe dans l'équipe de France? On veut vos avis. Que vous auriez mis sur Merci les pour Julien. ceux qui commentent, merci pour ceux qui s'abonnent, merci pour ceux qui partagent. Merci à tout le monde, même si la dernière vidéo a fait moins de vues que celle d'il y a 2 semaines. C'est quand même beaucoup plus que l'année dernière. Merci à Drills, merci à Samet, Ouais. merci à... Baisse ton pantalon pour Un voir. bras Non mais toi baisse ton pantalon, Allez. le temps qu'on attend. C'est À là la semaine prochaine. où il faut partir. Bisous.